nouvel épisode des podcasts GCs. Merci à tous ceux qui nous regardent sur YouTube, Spotify, Instagram, TikTok. J'en oublie pas. Attends, Instagram, Spotify, TikTok, YouTube. YouTube, Spotify, TikTok, YouTube, Instagram. Et voilà, toutes ces plateformes. Et aujourd'hui, on reçoit nul autre que Hubert, le physicien, le grand, le superbe, le merveilleux. Allô, J'ai tous les titres. Et voilà. Merci de me recevoir. Merci beaucoup. On est très contents. Salut. On s'est déjà vu? Oui, Ouais. je pense. OK. Sur le coin de la rue. OK. En fait, disons, on l'a trouvé sur le coin de la rue, on a décidé de le ramener. Il était comme « Ah oui, je suis down, les gars! » Fait que c'est ça, il est là. Petite coupe. C'est Oui, ça. exact. On vient de passer à la tondeuse. Là. Non, Fait que, c'est un bon ami. Un bon ami, cher, des bonnes valeurs, quelqu'un d'humble, quelqu'un de noble. En fait, il veut pas le dire, mais avant son nom, Hubert, c'est Prince. Prince Hubert. On voulait pas vous le dire, mais... OK. C'est un titre intéressant. C'est parti de la royauté. J'ai jamais fait dire ça encore. Prince Hubert. Est-ce que... Ça change de superviseur. Ouais, hein, superviseur. Mais, petite parenthèse historique avant qu'on commence l'épisode pour de Ouais. savais-tu que il y avait... il a un... Hey, Ouais. j'ai hâte de l'entendre. Non, je sais pas quoi. il y a un prince qui s'appelle Prince Albert. Oh non! OK. Qui s'est fait percer le bout du pénis. Ah! Puis en fait, il s'est fait un piercing. Uh-huh. Puis en fait, lui, c'était pour attacher son engin. Mhm. Parce qu'en fait, eux autres portaient des pantalons moulants. Ouais. Puis en fait, Pour l'attacher sur... exact. Oui. Pour pas que ça se... La pour pas boucle de qu'il se promène. ceinture. Fait qu'en fait, il l'attachait. Puis après ça, lui, il était beau, il était propre. Hey, j'espère que t'es content Mais d'être c'est- venu, man. Écoute, peut-être qu'à la fin de l'émission, on parlera du Prince Hubert. Ouais. Où ça s'attache, mais on va garder pour la fin. Sur ces belles paroles, Hubert, qui es-tu? T'es pas là pour rien, dans le fond. Ben, je pense pas. Non, je pense pas. Que j'ai peut-être des choses intéressantes à dire, selon JC. Selon moi, je trouve que tu as beaucoup de choses intéressantes à dire. Mais je suis qui suis. Je suis un humble citoyen québécois qui vient de l'Abitibi. Donc, je viens du Nord, à la base. Puis, j'ai quitté ma région à l'âge de 20 ans pour aller étudier en physique à Montréal. OK. Il y a de cela 13 ans. Quelle 14 université? ans. Université de Montréal. Ouais. C'est l'UDEM. UDM, Ouais, c'est ça. UDM, Voilà. c'est la montagne. Justement, Voilà. on est dans le thème. Exactement. La tour, La le tour. phallus, c'est ça. C'était toi. Voilà. On est dans le thème. C'était pour lui, la tour. Voilà. Le Prince Hubert. J'ai fait mon bac là-bas en physique, puis ma maîtrise. J'ai gradué en 2016 de ma maîtrise. Puis c'est ça, j'étais un jeune physicien accompli, tout frais pour le marché du travail. Puis j'ai travaillé dans le domaine Tout fringant. à ce moment-là, tout fringant. Puis c'est ça, depuis quelques années, j'ai délaissé un peu l'aspect science. Je suis retourné plus à mes racines, retourné dans le bois. OK. Fait que maintenant, je dirais que je suis plus qu'un simple physicien. Je me découvre de nouvelles facettes, ou je me redécouvre de nouvelles facettes. Un physicien de l'herbe, en herbe. Oui, aussi. Physicien en herbe. Physicien en herbe ou physicien herboriste. Et voilà. Ouais. C'est un beau titre, ça. Physicien en herbe. Ouais. C'est bon. Wow. Ouais. C'est excellent. Mm. Puis là, fait que là, dans le fond, tu as dit ça fait 2 ans à peu près que tu es un peu de Ouais, retour mais avec la j'ai lâché nature. ma job en sciences en 2022. C'est quoi ta job en Ah. sciences? J'ai travaillé pour une compagnie qui s'appelle Photon, etc. Donc, qui travaillait sur la lumière, évidemment, physique optique. Puis on faisait des caméras infrarouges. Nous, en fait, on faisait plein d'appareils scientifiques, des microscopes, des caméras, des systèmes à plus grand champ. Mais c'était tout basé sur la détection de lumière infrarouge ou d'autres types de lumière. Puis tu disais la visible. confection de ces Ouais, nous, on les équipements-là? fabriquait. Ok. Ouais. Puis fait qu'on les vendait à différentes compagnies. On n'interagissait pas nous-mêmes directement avec les gens qui les utilisaient. C'était via des vendeurs et tout ça. Mais de mon côté, j'étais dans le lab, puis on partait d'un petit détecteur, un détecteur semi-conducteur, puis on créait une caméra avec ça. Fait que De A à Z. Ouais, ben on achetait en fait les détecteurs infrarouges d'une autre compagnie qui est sur la rive sud, là, qui était pas très loin. Puis on confectionnait ça dans un laboratoire extrêmement propre. On était tous habillés avec un suit, tu sais, comme dans les films un peu. Là, les premières fois que j'ai travaillé là, c'était ça le plus difficile. C'était ça ce qui était le plus dur à m'adapter, c'était l'environnement de travail. Parce Stérile, que dans le fond. tout est stérile, mais aussi, on a une cagoule, là, puis des bottes, puis un masque jusqu'ici, fait qu'il y a juste tes yeux qui sortent.
Puis souvent avec des lunettes aussi pour pas qu'il y ait des... Ouais. Tu sais, le plus grand contaminant dans le lab, c'était nous autres. C'était des gens qui travaillaient c'est toi la bactérie. C'est ça. Fait qu'on voulait pas... on voulait pas perdre des morceaux parce qu'on travaillait avec des pièces vraiment sensibles aux contaminants. Donc, ça, c'était... Puis t'as fait ça pendant combien de temps, t'as dit? J'ai fait ça pendant presque 5 ans. Ouais. Pendant presque 5 ans. 4 ans et demi environ, ouais. Wow. Puis là, c'est ça, en juin 2022, j'ai décidé de quitter ce domaine-là pour aller explorer un peu ailleurs. Puis ça a été vraiment des belles années. J'ai adoré ce job-là. C'était pas en lien avec ma formation de maîtrise. Moi, ma maîtrise, c'était en physique des particules. Là, c'est de la physique optique. Fait que j'ai retourné un peu à la base. Je me suis réapproprié, puis je suis retourné dans des concepts que j'avais vus plus au bac. Puis j'ai vraiment reparti de zéro. Là. J'ai commencé avec un poste de stagiaire là-bas. Okay. Même si j'avais une maîtrise, puis comme t'as décidé de rentrer là, en bas, première marche. Ouais, j'avais regardé, j'avais été en Abitibi chercher un peu de l'emploi dans le domaine de la physique. Ça avait été quand même difficile. J'avais essayé de trouver un job là, mais il y a beaucoup de mines, c'est beaucoup si t'as pas la bague de l'ingénieur, c'était quand même difficile de rentrer. Puis aussi, je pense que j'étais peut-être moins motivé. J'ai fait un voyage entre-temps. J'étais pas à mon top motivation pour rentrer sur le marché du travail, mais après mon voyage dans l'Ouest canadien, là, je suis revenu à Montréal, puis j'ai vraiment appliqué plus sérieusement. Puis je suis rentré comme stagiaire parce que l'entreprise m'intéressait. C'était vraiment ça mon choix. Puis c'est ça un peu qui guide aussi mes choix aujourd'hui. C'est pas tant le poste que l'entreprise puis les gens avec qui je vais travailler. J'avais des amis, des connaissances du bac qui travaillaient là. Je savais que c'était un bon environnement, je m'étais fait conseiller. Fait que je me suis dit, bon, je vais rentrer. Puis si j'aime ça, je vais juste évoluer dans l'entreprise. Puis c'est ça qui est arrivé. Ah ouais, puis c'était plus dans le fond. Je me suis plus, puis après 6 mois, mon stage était fini, mais ils m'ont offert un poste, puis j'ai continué avec eux. That's it. Ouais. Puis tantôt, tu as parlé, t'as dit comme tu te promenais un peu en Abitibi, c'est difficile de se faire accepter que si t'as pas la bague d'ingénieur. Ouais. Si tu peux me faire un peu, genre, une explication, là, dans le fond, ça consiste en quoi? Parce que t'as dit, t'as étudié en physique, mais c'est quoi que t'as en fait? C'est ça, en physique? Mon domaine est en physique, puis physique des particules, c'est de la science très fondamentale. Et quoi la différence? La physique, mettons, entre la physique appliquée et la physique fondamentale, physique appliquée va être utilisée par les industries pour produire des appareils. Là, je fais des gros résumés, là, mais tu vas pouvoir construire un appareil qui va se vendre. Comme ma job, après, c'était en physique plus appliquée, justement. Mais mon parcours de maîtrise, c'était de la science un petit peu plus... C'est de la science pour vraiment répondre à des questions intellectuelles. Il y a des applications qui découlent de ça, mais c'est tout le temps plus tard, dans quelques années. Puis dans le moment, la recherche qu'on fait, ça sert vraiment à répondre à des questions plus fondamentale. Puis moi, j'étais prêt à sortir de ça parce que je voulais pas, j'avais déjà tourné le dos à un doctorat. Je m'étais dit, bon, je vais arrêter la recherche. Je vais essayer d'aller plus dans le monde réel, concret. Mais en n'ayant pas de background dans les domaines de physique appliquée, c'était quand même difficile de me faire valoir et de faire valoir mon expertise. Auprès, par exemple, d'une compagnie minière qui creuse des trous en Abitibi, puis qu'eux autres, ils ont peut-être besoin d'un physicien pour analyser leurs résultats d'extraction de minerais. Ça pourrait être utile. Mais ils le savent pas, tu sais. Ou ils voient pas le plus-value, puis les ingénieurs chimiques et ingénieurs géologiques, ça fait la job pour la base. Puis probablement qu'un physicien pourrait aider dans certains cas, dans des labos là-bas. Mais c'était comme plus difficile de se vendre. C'était difficile. Puis aussi, j'avais pas de contact dans ces milieux-là. C'était assez loin de moi. Donc, ça a été... en fait, j'ai pas réussi à ouvrir aucune porte à ce moment-là. J'avais des opportunités... il y aurait pu y avoir des opportunités au cégep comme enseignant. J'ai regardé à l'université en Abitibi comme attaché de recherche. Mais encore une fois, c'était pas des postes en physique. Il y a un département de génie minier, un département de géologie, un département de plus technique industrielle. Bref, c'est tous des trucs que j'aurais pu faire avec le temps. Mais d'abord, il faut que les gens me fassent confiance puis comprennent aussi c'est quoi être physicien. Puis puissent réaliser, cette personne-là, elle a appris à attaquer un problème de manière critique et scientifique et rigoureuse. Ça peut nous être utile même si on fait pas de la physique appliquée, de la physique pure. Mais ça, faut que moi je sois en face des gens. Il faut que je puisse leur expliquer. Exact. C'est difficile de transmettre ça à travers une lettre d'intention, c'est ça. Fait que c'est pour ça que j'ai essayé un peu, puis finalement, j'étais pas non plus assez motivé pour aller cogner à toutes les portes, puis c'était un timing aussi de ma vie où je voulais prendre une pause après 5 ans d'études, c'est ça. J'ai besoin d'un break, là. Ouais, c'est ça. J'étais pas trop pressé d'aller sur le marché du travail.
J'en ai profité pour voyager. Puis j'imagine que tes 5 ans d'études n'ont pas été de tout repos. Là. Ça doit être quand même intense en physique, c'était l'université. Extrêmement Là. intense, ouais, vraiment. Tu dois avoir à traverser à travers tes travaux, les stages. Ouais. Tu dois avoir faut-tu que tu aies une certaine une quotidienne de notes, je sais pas comment ça s'appelle, là, mais il faut que tu aies une moyenne de notes. Pour aller à la maîtrise. Pour aller à la maîtrise, ouais. Ben, il faut aussi que tu gardes une certaine... assez bonnes notes pour être conservé dans le bac. Oui, exact. Ça, la limite est plus basse. Après ça, quand tu vas à la maîtrise, la limite est un petit peu plus haute. Moi, c'était pas... Moi, j'étais quand même... C'est quand même... Si t'es assidu, puis tu comprends bien la matière, puis tu étudies moindrement, passer cette limite-là, c'est quand même pas mal à la portée de tout le monde. Mais après ça, c'est pour aller chercher des bourses. C'est là où vraiment tu performes. Puis, on en reviendra peut-être tantôt, là, mais c'est tout le monde... C'est tout ce qui fait un peu la mauvaise presse du monde académique. C'est... Tout est une game de bourse, tout est une game de subvention. Puis c'est de la performance. Donc, au bac, même si quelqu'un qui peut avoir des excellentes notes dans les A va se comparer avec des gens qui ont juste des A+, dans tous leurs cours, puis il n'aura pas de bourse. T'sais. Exact. Ensuite, là, tu peux aller vers des professeurs qui vont... Ça a été mon cas. J'ai eu 2 stages durant mon bac. Puis ma maîtrise aussi, c'était tout payé, mais par des bourses que les profs ont avec eux. Fait que les profs, ils ont un certain montant d'argent. Des fois, c'est des chaires de recherche ou juste des fonds de recherche de l'université. Puis ils peuvent se payer des étudiants avec ça. Puis ce qu'ils aiment, c'est les étudiants qui ont des bourses parce que là, ils n'ont pas à piger dans leur poche. Exact. Mais il y en a qui ont assez d'argent pour se permettre quand même de débourser. Gratifié. Ouais, puis ça, moi, j'ai profité de ça. Okay, ça a été... Ouais. Okay, heureusement, parce que j'aurais pas... les bourses avec ça? Ou... En fait, j'ai appliqué pour des bourses, mais je les ai pas eues. Okay. Parce que mon dossier n'était pas assez élevé. Tu sais, comme 75-80% de mes collègues, c'est assez hallucinant. Là. 75%? Ouais. Il y a une poignée d'étudiants là, au bac là, qui... Parce qu'en plus, c'est que tu arrives au bac, mais en fait, tu arrives à ton premier stage d'été, puis tu as 2 sessions dans le corps, ou à ta deuxième année, tu as 4 sessions. Tu as 1 an ou 2 d'études, aucune expérience de recherche, puis là, tu dois appliquer pour une bourse via un formulaire du gouvernement, puis expliquer pourquoi tu serais bon en recherche, puis prouver avec... démontrer que tu ferais de la... Mais tu n'as jamais fait de recherche. Non, c'est ça. Tu fais un stage en recherche. C'est le même conflit. Ça me fait penser au même conflit quand tu appliques pour une job puis il me dit on t'accepte seulement si tu as de l'expérience. Tu es comme oui, mais c'est parce que. C'est ça, c'est un peu ça. Faut que tu m'embauches pour que j'aie de l'expérience. Exactement. C'est pour ça que les étudiants, les premiers qui réussissent à avoir des bourses, c'est principalement basé sur les notes. Après ça, dès que tu commences à avoir de l'expérience de recherche, ben là, ça va compter. Comme c'était le cas justement à ma maîtrise. Mes expériences de recherche de stage durant mon bac, ben, ils comptaient davantage que mes bourses, que mes notes, pardon. Ça se fait que ça se rééquilibre un petit peu. Mais il faut que tu commences à faire de la recherche en quelque part. Puis c'est pour ça que je suis extrêmement reconnaissant aux professeurs d'université qui engagent des étudiants, étudiantes à même leur fonds de recherche. Ça leur donne une chance puis de rentrer. Mais c'est génial, ça donne des opportunités, ça motive les jeunes, c'est génial. Là, je trouve qu'on s'éparpille beaucoup. Ouais, on s'éparpille un petit peu. On va essayer de se recentrer. J'aime le petit mouvement. Ouais, petit mouvement, je trouve qu'on s'éparpille. Tu veux-tu en lancer une? Tu sais, comme ce qu'on joue au dard. On joue au dard. Non, moi, tu as parlé en fait de maîtrise. Toi, tu l'as fait sur quoi ta maîtrise? Ma maîtrise, c'était dans le domaine de la physique des particules. Donc, c'est l'infiniment petit. À l'intérieur, c'est un peu l'opposé de l'astrophysique, qui étudie l'infiniment grand, l'espace et tout ça. Fait que moi, c'était vraiment sur le monde subatomique. Puis, j'ai travaillé principalement sur une expérience qui est située en Suisse. En fait, à la frontière entre la France et la Suisse, qui s'appelle... Tu t'es rendu en Suisse? Ouais, j'ai été en Suisse à plusieurs reprises durant ma maîtrise. Donc, c'est l'expérience, le consortium des scientifiques s'appelle le CERN, c'est le Centre de recherche nucléaire européen. Puis, au CERN, il y a différentes... le CERN, c'est comme une grosse entité qui abrite différentes expériences et différents regroupements de chercheurs qui, parfois, entre eux, sont compétitifs puis essaient de chercher la même chose, mais c'est quand même dans une idée de collaboration. Mais il y a encore la petite game de premier qui trouve. Je veux être celui qui trouve, ouais. Mais ce qui est le fun, c'est que cet organisme-là fait en sorte qu'ils sont capables d'aller chercher beaucoup de subventions à tous les niveaux, dont en Europe, puis à travers tous les pays membres. Il doit y avoir une trentaine de pays membres. Puis ça fait qu'ils peuvent construire des machines immenses. Ça fait que mon expérience était sur... ça s'appelait l'expérience Atlas. C'est un détecteur de particules qui fait 40 mètres de long. Tout ça, c'est public? Ouais, tout ça, c'est public. Ouais, ça se trouve tout sur le site. Pas de problème. L'expérience Atlas. C'est un acronyme. En physique, on aime beaucoup les acronymes. Ouais. Fait que Atlas, c'est a Toroidal LHC Apparatus System. Donc, ça en français?
Je t'en pose une bonne. Un appareil hors de de mon domaine. mesure toroïde, en fait, parce que toroïde, c'est la forme que ça a. OK. Puis le L, c'est pour LHC, parce que ça, là, j'en ai pas encore parlé, mais les détecteurs sont situés sur un accélérateur de particules. OK. Puis l'accélérateur s'appelle le LHC, Large Hadron Collider. Ok, ouais. Donc, tu sais, l'acronyme, c'est un acronyme d'acronyme, là. Ouais. LHC, c'est un acronyme. Atlas utilise une lettre d'un acronyme. Bref. Exact. Ben, vous Donc, comprenez. on se comprend. Au Puis moins, on il y a aime ça. bien ça, les acronymes. C'est Voilà. Puis le toroïde, c'est simplement pour dire que c'est un genre de cylindre qui est Ok. autour, qui Wow. fait partie du faisceau de l'accélérateur. Ok. là. Puis là, il y en a 5. On n'est pas tout seul à Atlas. Il y a 5 autres on est 5 en tout, donc 4 autres expériences. Il y a En 5 Suisse? Collider. Non, il y a un collider. Ok. Ben, en fait, Va falloir que tu parce que moi, je suis un moldu, là. Je suis désolé, ouais, là. beaucoup de choses en même temps, mais ça, c'est en Lui, il est Suisse. le Ouais. même, il est comme, OK, qu'est-ce un qui se passe? collider. Ouais, le collider, c'est le collisionneur. Donc, ça, c'est le. Ouais, c'est comme ça qu'on appelle ça, un collisionneur. Oui. C'est là où on fait collider. Ah, c'est là que les C'est molécules là où il y a se rentrent en exactement, partie. il y a OK, des faisceaux merci. de protons qui sont accélérés presque à la vitesse de la lumière. Puis, ils tournent dans le sens inverse, puis ils vont se collisionner, littéralement. Ils vont rentrer en collision, puis c'est là que ça va dégager l'énergie, c'est ça? Exactement. Puis, OK. où ils rentrent en collision, on met un détecteur. Mais le long du cercle, ben, il y a 5 points où les faisceaux se croisent. OK. Puis à chacun de ces points-là, ben, il y a différentes expériences. Quand je dis expérience, c'est vraiment détecteur. Une expérience, un détecteur. C'est un peu comme ça. Parfait. Mais chaque détecteur utilise la même source d'entrée. C'est là où il y a le sens de la collaboration. Parce que tout le monde veut faire fonctionner cette machine-là pour avoir des résultats. Fait que tout le monde met de l'argent là-dedans, puis tout le monde l'entretient. Tu sais. OK, je comprends. Ça me fait penser à... T'as plein de poissons dans un lac, mais tous les pêcheurs sont sur le même lac. Fait qu'ils veulent tous comme ramasser le même gros poisson. Ouais. Mais tout le monde Mais ils faut veulent qu'ils pas vider le lac. veulent pas vider le lac non Ils plus. veulent que le Parce lac qu'ils- reste en santé. Exact. Ils veulent pas le polluer avec leur bateau moteur tant que ça, Ouais, parce qu'il y a c'est beaucoup de ça. poissons. Fait que c'est un peu ça. J'espère que pour les gens qui... Les moldus d'entre nous Ouais. ont compris. Continue. Puis ce qui était, en tout cas, juste finir avec ça, c'est qu'on était obligé aussi en tant qu'étudiant, puis tous les chercheurs sont obligés de faire des heures sur un peu l'entretien de la machine. Donc moi, j'étais appelé à faire des shifts qui n'étaient pas en lien avec ma maîtrise, qui n'étaient pas en lien avec ma recherche, mais je devais faire des blocs de 8 heures, un certain nombre durant l'année, où je devais donner du temps pour juste faire fonctionner l'expérience, sans nécessairement que ce soit du temps que je mets à ma propre recherche. Tu sais. OK. Ouais. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que tout le monde met la main à la pâte, puis ensemble, ils sont capables de faire une expérience. Comme ça, qui est une des plus grosses expériences de science au monde, encore aujourd'hui, une des plus complexes, puis une de celles qui a le plus réussi à attirer une collaboration internationale, là, finalement. C'est vraiment un bel exploit. Ben, Puis c'est sûr. ces expériences-là, quand tu dis, c'est justement ces capteurs-là, quand ils viennent chercher l'information avec l'accélérateur de particules, c'est dans quel but final à la fin? C'est quand dans l'idée au bout du tunnel, là, c'est quoi qu'on vient chercher avec ces expériences-là? Ben, ce qu'on veut faire, c'est détecter... Ben, à la base, c'est trouver de la nouvelle physique. OK. Ça peut être plusieurs formes. Ça peut vouloir dire plusieurs choses. Mais ça Avancer peut vouloir dire l'humanité. ça peut vouloir dire, entre autres, trouver des nouvelles particules. Fait que c'est ce qui est arrivé en 2012 avec le boson de Higgs. Le boson de Higgs, c'est une particule qui a été prédite en 1964, puis ça a pris tout ce temps-là jusqu'en 2012. C'est devenu une théorie jusqu'à devenir Ouais, c'est ça. une découverte. Puis ils ont un peu... Ils n'ont pas construit le CERN pour ça. Ils l'ont construit pour... Le CERN, il date des années 50, mais il y a eu des upgrades avec les années. Donc, des années 50-60, c'était pour découvrir un tel type de particules. Puis là, avec les années, ils mettaient plus d'argent et ils faisaient grossir les appareils. Puis, dans les années 2000, ils ont fait les augmentations, puis ils ont fait... ils ont peaufiné la recherche possible avec cet appareil-là pour trouver le boson de Higgs. Fait que ça, c'est un truc qu'on a trouvé. C'est un truc qu'on cherchait en tant que physicien. Moi, je suis arrivé juste après. Fait que là, ça, c'était fait. Mhm. Mais on cherche d'autres choses. Par exemple, là, on avait parlé, mais Donc la là, vous matière devez avoir sombre. des théories. Ouais, courantes. en fait, on valide des théories. C'est C'est ça. ça. On valide des théories. Puis on cherche à expliquer des comportements qui sont pas explicables par la physique standard, si on veut, OK. qu'on connaît, puis qui fonctionne, puis qu'on a testé, puis qu'on observe. Fait que c'est vraiment, on cherche de la nouvelle science. C'est vraiment Puis moi, intéressant. justement, en maîtrise, c'était sur un type de science comme ça, une hypothèse qu'on avait fait. Mais encore aujourd'hui, à ma connaissance, c'est pas encore prouvé. Ça se peut que ça soit démenti dans quelques années. Mhm. Fait que ça se peut que ma maîtrise puis tout ce que j'ai étudié, finalement, ben, ça soit du vent. Ben, ça Ouais. sera pas du vent parce qu'on aura prouvé comment est-ce qu'on exclut une hypothèse puis une théorie. Ben, c'est en l'analysant puis en essayant de la mesurer. Puis quand on a été capable d'exclure toutes les possibilités de mesure, ben là, il reste plus grand-chose à dire à part
il reste plus grand-chose à faire à part de dire que la théorie, finalement, n'est pas valide. T'sais. Exact. Parce qu'il n'y a plus de place où aller chercher. On a tout regardé dans tous les petits coins possibles. T'as une démarche sinon, scientifique. on n'a pas la bonne machine. T'sais. Dans ce Ok. cas-là, ben, on va mettre la théorie un peu en pause. Puis si on a de l'argent, on va faire une autre machine. Mais en ce moment, avec le CERN, c'est comme pas mal la pointe de la technologie pour trouver ça. Puis Wow. c'est encore en cours, justement, les recherches. Ce que j'ai fait durant ma maîtrise, ils sont encore en train de chercher des trucs dans ça. Mais tu as contribué si jamais ça, J'ai ça contribué. se tombe concluant. Voilà. Exactement. Il y a ton nom à la fin. Il y a Mon ton nom nom avec sur la découverte en la petit matière à côté noire. des 3000 autres chercheurs qui ont travaillé sur ça. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer, dans le meilleur de tes connaissances, c'est quoi de la matière noire? Vu que tu as fait tes études là-dedans, T'en la as matière, parlé. est-ce que J'en matière ai parlé. noire, puis on va commencer par matière noire, matière sombre, c'est la même chose, Même right? chose, ouais, Ok, ouais. parfait. Dark matter en Dark anglais. matter, c'est ça. Ouais, ouais. Good. Peux-tu nous expliquer rapidement, du mieux de tes connaissances, puis simplifier pour monsieur ici? Non, c'est pas S'il vous vrai. plaît. Non, mais quoi? c'est un exercice vraiment intéressant. Puis c'est assez intuitif à comprendre dans le sens où la matière qu'on observe dans l'univers, tout ce dont moi je suis formé, toi t'es formé, les galaxies, le soleil, la planète, tout ça, c'est de la matière qu'on peut appeler ordinaire, régulière, qui interagit de manière électromagnétique, donc avec des photons, avec la lumière. Ça veut juste dire que j'envoie une lumière sur un objet, ça le réfléchit, il interagit, on le voit. C'est la même chose, c'est comme ça qu'on observe les planètes, les galaxies, avec des systèmes de télescopes. C'est via la lumière qui nous est renvoyée. Ce que les physiciens ont constaté un moment donné, en observant la vitesse des galaxies lointaines et la vitesse des amas de galaxies aussi, qui tournent ensemble, ils se sont rendus compte qu'il y a des étoiles qui étaient, galaxies étant amas d'étoiles, Ouais. les étoiles qui étaient près de l'extérieur de la galaxie, ils ont mesuré leur vitesse. Puis selon leur vitesse puis le calcul de la masse de la galaxie et de la vitesse de rotation, ben, ils ont vu que l'étoile n'était pas supposée rester en rotation constante. Elle serait supposée être éjectée. OK. OK. Puis ça, tu fais ça Comme avec un peu un effet boomerang, là, dans Ouais. le fond, où est-ce que un effet tu tournes autour centrifuge. d'une corde avec une balle, puis à un moment donné, la balle, elle lâche, puis la balle, elle part. Mais là, elle reste. Ben, tu sais, la planète, la Terre est en rotation Oui. stable autour du Soleil. Tout ça dépend de la masse du Soleil, de la masse de la Terre aussi. Puis si ces paramètres-là sont pas corrects, ben, t'as pas une orbite stable. OK. C'est comme un équilibre. C'est un équilibre, puis Ok. le corps, la planète ou l'étoile peut être éjecté de son orbite. Donc là, vous avez calculé. À ce moment-là, on détecte qu'il y a On un regarde une déséquilibre. galaxie, puis il y a un déséquilibre. Tu as une galaxie, puis tu as des étoiles qui tournent en périphérie de la galaxie qui vont trop vite. Fait que là, mais ça fait longtemps qu'ils vont trop vite. Puis ils continuent à rester là. C'est ça qu'ils observent, les physiciens, avec les années. Puis ça a été la première preuve, je sais pas si c'est la première, mais en tout cas, une des preuves les plus marquantes et claires de la présence d'une matière qu'on n'était pas capable d'observer avec les télescopes. Puis comment ils ont inféré la présence de cette matière-là, c'est qu'ils se sont dit, ben, la galaxie, finalement, là où on voit qu'elle se termine, où est-ce que cette étoile-là qui va trop vite, ben, c'est peut-être pas sa limite réelle. Peut-être que la galaxie est plus étendue. Puis dans ce cas-là, ce que ça fait, c'est une galaxie plus étendue, ben, tu as plus de masse dans la galaxie, et donc la force gravitationnelle de la galaxie de tout l'amas de la galaxie sur les étoiles est plus forte. Et donc, l'étoile qu'on croirait être à l'extérieur est finalement au centre. Et là, le calcul avec la vitesse de l'étoile fonctionne. Donc, plus grande masse, plus de force sur l'étoile. Donc là, l'étoile peut tourner plus vite. Et on justifierait, on créerait, on comprendrait qu'il y aurait un équilibre. C'est ce qu'on appelle une observation indirecte. OK. On n'a pas vu la matière sombre. C'est pour ça qu'on l'appelle sombre, justement. Son nom vient de là. Matière sombre, matière noire. C'est parce que, contrairement à la matière ordinaire, elle va pas interagir avec la lumière. C'est pour ça qu'on l'appelle sombre. Aussi simple que ça. Parce qu'on n'est pas capable de la voir. C'est vraiment pas plus compliqué. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'on a quand même été capable de la mesurer, même indirectement. Puis on est capable de mesurer à quel point il y en a dans l'univers. OK. Parce qu'on est capable de regarder toutes les galaxies puis tous les systèmes qui tournent, puis de voir, OK, il y a ici, il faudrait qu'il y ait une quantité X de matière sombre dans cette galaxie-là, une quantité Y dans cette galaxie-là. Puis en additionnant tout ça, on est capable d'avoir une idée approximative, parce que c'est quand même des approximations, puis c'est basé sur... c'est très loin, puis c'est des choses qui sont difficiles à mesurer. Là, on est dans l'infiniment grand, c'est ça? L'infiniment grand. Mais ça tourne en ce moment entre 26 à 27% de l'univers. Wow! La matière qu'on connaît, c'est 4%. Pardon? 4%. Ouais. Fait que tout ce qu'on voit, le système solaire, les planètes, le soleil,
les galaxies, Attends. tous les êtres vivants, tout ce qui est sur la Terre et tout ce qui est en dehors, C'est 4%. c'est 4% du contenu de l'univers. Et de manière théorique, encore une fois, approximative, 26% de tout ça Ouais. serait de la matière noire. La matière noire qui retient les galaxies ensemble. Puis le OK, reste- c'est de la colle. Il en reste. La c'est colle. ça. C'est un peu de la colle. Mais C'est un peu de la attends, colle. il Il en manque un peu, hein? Un 26 peu, oui. plus 4, ça fait quoi? Je sais pas, mais... Ouais. Là, c'est là où ça Fait qu'on devient encore connaît plus 30%. intéressant. On connaît De manière- 4, on connaît ish 30. Ben Puis oui, le reste, c'est encore plus Théoriquement 30. fascinant et Je dois l'étirer un peu. il y a Tabarouette. 70% qui reste environ, 68 à 70. Ça serait attribuable à ce qu'on appelle l'énergie sombre. Fait que c'est un peu Oh my God. similaire à la Ouais. matière sombre, dans le sens où on la détecte pas avec la lumière, on n'est pas capable de la voir avec les techniques d'observation de télescopes standards. Puis celle-là, c'est encore plus obscur. Là. Il y a beaucoup moins de recherches qui ont C'est été le faites fait de là-dessus. Ouais. Ça, c'est très obscur. Mais elle serait responsable de l'expansion de l'univers, l'énergie sombre, l'accélération de l'expansion de l'univers même. Puis ça a été mesuré. En fait, ils ont mesuré toujours en regardant des amas de galaxies et des galaxies. Ils ont vu qu'entre elles, les galaxies s'éloignaient à une vitesse qui s'accélérait de plus en Ok. plus vite. Puis ça va un peu en contradiction avec un modèle de l'univers où on pourrait se dire, ben, plus que les choses, bon, l'univers s'agrandit, puis à un moment donné, les choses s'éloignent et donc tout se refroidit tranquillement et tout... on pourrait avoir tendance à croire que ça devient stable, tu sais. Ouais. Puis que plus que les choses sont loin, moins qu'elles ont d'impact les unes sur les autres. Mhm. Mais là, c'est pas ça qu'on mesure. Ce qu'on mesure, c'est qu'il y a une accélération de l'expansion. Les galaxies s'éloignent de plus en plus rapidement les unes des autres. Et ça, c'est attribuable à l'énergie sombre. Donc, avec la vitesse d'accélération et d'expansion, ils sont capables de trouver, inférer une quantité d'énergie. Puis là, après ça, ben, énergie est similaire à masse. Puis encore une fois, quand tu dis sombre dans l'énergie sombre, c'est juste parce qu'il n'est pas visible. Ouais, c'est ça, c'est la même chose. Mais là, on est encore bien loin de pouvoir définir c'est quoi Ouais. vraiment l'énergie sombre. On commence par s'attaquer à la matière sombre parce qu'on pense que c'est plus facile. Parce que matière sombre, on a espoir que peut-être ça pourrait interagir avec d'autres particules. Puis ça, c'est aussi toute l'idée à l'accélérateur de particules où je travaillais durant ma maîtrise. On essayait de produire cette matière, pardon. La matière sombre. noire, ouais. OK. Ouais. Wow. On n'était pas capable de la détecter, mais on pourrait inférer sa présence en détectant parce que quand il y a une collision, mettons, de faisceaux de protons, il va y avoir de la matière sombre qui va être produite, puis ça va se désintégrer. C'est ça, des produits de désintégration. Des résidus. Des résidus, c'est ça. Donc la matière sombre, c'est pas stable. Elle-même, quand elle va être produite, elle va tout de suite se désintégrer en autre chose. Puis ça, c'est autre chose-là qu'on essayait de mesurer. Puis là, après ça, c'est tout le jeu de définir une théorie qui explique correctement et mathématiquement comment ça se désintègre. Il faut que ça se tienne avec les maths. Puis là, une fois que tu as ça sur papier qui fonctionne, ben tu calques ça dans ton expérience, puis tu essaies de voir si, en effet, dans le cas où tu as deux protons qui se fusionnent, il va y avoir 4 leptons de même charge électrique et 2 photons qui vont être produits de telle énergie. Là, je dis des exemples, là, mais ça serait une signature qu'on appelle de la matière sombre. OK. Puis on cherche OK, des donc on signatures, cherche des traces. des traces puis indirectes. comment ça s'appelle, des récurrences, là, dans le fond, Exactement, des choses qui exactement. reviennent souvent. Donc là, on fait une grosse parenthèse par rapport à ça, mais c'est des observations qui ont été faites en cosmologie puis en astrophysique, mais les mesures directes se font dans des expériences de physique des particules sur la Terre. En tout cas, les expériences qui sont le plus avancées là-dedans, en ce moment, ça se fait comme ça. Fait que c'est ça. Ouais, 70% énergie sombre. On va trop s'en faire avec ça, là. Non, On est bien dans non, notre petit 4% rien à de s'en matière, faire. mais... Attends, 4% de matière. Ouais. On connaît 4% avec Il y en a Biggie. 70, t'as dit, de... D'énergie sombre, puis ouais, Énergie. c'est hallucinant, mais en fait, c'est inimaginable. Là, on peut pas vraiment s'imaginer. Fait que- Déjà que la grandeur de l'univers, c'est quelque chose... Tu sais, Ouais. Si tu penses à toutes les galaxies, là, si on tombe dans le côté recherche de la vie sur d'autres planètes, tu sais, il y a tellement de possibilités d'avoir Ah ouais. un système similaire à la Terre. Il y a tellement de galaxies puis de systèmes solaires qui ressemblent aux nôtres. Puis il y en a plein d'autres aussi. C'est immense, là, cette Ben quantité-là de matière et de différentes étoiles et de planètes et de satellites et de comètes et tout. Mais tout ça, c'est juste 4%. Exact. Ouais. Ouais. Fait qu'en Ça gros- remet les choses en perspective. Ouais, vraiment. Mais mettons que là, on va faire
un scénario fictif, OK? Disons, on envoie des gens dans l'espace, zoom, 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 ils se Ouais. ramènent. Mettons, Ouais. il veut aller sur Jupiter, OK? Ouais. Même si c'est une planète de gaz puis tout. Ouais. Il veut aller là, il veut sentir le pet sur Jupiter, OK? Il va là, durant son trajet, Ouais. ce que je viens de positionner, mais durant sa direction, il y a des chances qui tombent sur de la matière noire ou de l'énergie noire, vu qu'on la voit pas puis qu'elle n'interagit pas. Ouais. Je peux pas dire le contraire, ouais. Mais c'est pas... C'est pas Ça va rien tactile. faire. Ça va rien faire. Ah non? Non. Parce que... Bah, en tout cas, à notre connaissance, mais la matière sombre n'interagit pas avec aucun corps, aucun détecteur. C'est Et vrai, n'interagit c'est pas vrai, avec ouais. nous non plus. Ah, là. qu'on l'a pas testé. On le sent rien. Fait qu'en gros, c'est comme, Mais- c'est comme une autre dimension. Ben, c'est comme... Ben, c'est l'invisible, dans Tu le sais, fond. il y a des particules qui sont produites du Soleil qui s'appellent les neutrinos, Ouais, qui sont j'ai- un produit de la fusion nucléaire. Puis il y en a des milliards qui nous traversent les doigts, puis le corps et toute la planète à chaque seconde. On est bombardé de ces petits trucs-là, ces petits Mhm. machins-là. C'est comme des électrons, mais avec une masse vraiment infime et pas de charge électrique. Puis ça, ces petits neutrinos-là, ils interagissent presque avec rien. Là. Puis on a réussi à les détecter en mettant, je t'en avais parlé un petit peu ici, je pense, mais des sondes dans la glace, dans l'Antarctique. OK. On a besoin d'un médium de réaction extrêmement dense et gros. Le projet Ice Cube. Exactement. Ouais, C'est le projet Ice Cube. Donc, c'est des... Ils mettent des détecteurs, je pense, à 1 kilomètre dans la banquise en Antarctique. Puis, ils servent de la glace comme... Comme loupe? pas comme loupe, mais en fait, c'est que le neutrino, il a plus de chances d'interagir en passant à travers une grosse quantité de glace Ah, ou OK. d'eau. Puis là, pour des milliards qui vont passer, ils vont en attraper une dizaine. Wow. C'est vraiment impressionnant. Puis ils reproduisent aussi ce genre d'expérience-là avec des gros détecteurs remplis d'eau lourde. Entre autres, il y a une expérience comme ça à Sudbury. Il y a une expérience en Chine ou au Japon. Kamiokande. Ah Ça ouais? dit quelque chose, non? Non. En tout cas, Ah oui, je connais. Oui, oui, ouais, tu connais? Bref, ça pour dire que il y a des façons de détecter Voyons des donc. particules qui C'est à côté de ton interagissent cousin. pas beaucoup avec nous, comme les neutrinos. Tu sais. Ouais. On est capable de faire ça sur la Terre, mais la matière sombre, ça, on n'est pas capable. Puis, il n'y a rien qui prouve que ça serait dommageable pour Ouais. l'humain. Puis, c'est pas... Y a-tu Mais des il n'y a rien temps? qui prouve le contraire non plus, mais... Fait qu'en gros, vous faites des recherches sur... En fait, si vous n'êtes pas capable de le prouver, là je dis vous parce que tu as Ouais. participé, Ouais. vous faites des recherches sur quelque chose qui peut-être que vous n'allez pas être capable de prouver, Ouais. mais à travers tout ça, si ça... Vous n'êtes pas capable de le prouver, vous n'êtes pas capable, c'est pas dangereux, c'est pas rien, vous laissez faire. Je pense que les physiciens vont pas arrêter de chercher pour ça. Tant Non, qu'il y a non, pas je de pense pas réponse. non plus. Mais là. Ils sont trop Mais il n'y a obstineux. pas comme. On laisse faire. C'est qu'à un moment donné, à un certain point, si toutes les avenues ont été élucidées, puis là, on tombe un peu dans la politique scientifique, là, si on veut, là, dans le sens que Il y a une politique. c'est quand même. Non, mais dans le sens que c'est beaucoup d'argent investi dans des expériences Ouais, comme ça. souvent, c'est Ah. restreint par la moula. Et à un moment donné, comme là, par exemple, le CERN, ça fait 50 ans qu'il est en fonction. Là, il y a eu le boson de Higgs qui a été découvert en 2012. Ben là, ça fait un regain de popularité, un regain d'intérêt par, Ah ouais. les décideurs publics. Donc, un qui retour financent quand même d'investissement. la science, donc un retour d'investissement. Exactement. Mais si, mettons, dans les prochaines 20, 30, 50 prochaines années, s'il n'y a aucune découverte, ben ça va shut down. Là, tu sais. Ben ouais, c'est sûr. Il n'y aura pas de raison. L'intérêt va disparaître, puis les scientifiques ont un peu la pression, entre guillemets, de trouver des D'où la trucs. course. D'où la course. Puis aussi, la course, c'est aussi parce que c'est le prestige, La et le prix compétition, Nobel, hein. Ben oui. et blablabla, parce que celui qui trouve ça, clairement, qui a un prix Nobel direct. Mhm. Fait que donc, il y a tout ça qui rentre en jeu aussi quand tu me dis comme est-ce qu'on arrête ou pas. Là, ça prend une dimension sociale, politique, Ouais, exact. plus c'est grande sûr. que les questions de science. Ça me tente plus, fini. Ben, puis c'est que c'est pas des trucs qui se cherchent dans son salon. Là. On n'est plus Ben comme non, à c'est l'époque sûr. de créer des lasers. Tu sais, On va faire une tour en popsicle. non, c'est ça. Puis comme, Ben, c'est comme les ça se neutrinos, teste tu avec parlais. des machines qui sont plus grandes que nous, plus grandes que nature. Ouais. Donc, ça prend des budgets puis ça prend de l'investissement. C'est de jouer à Dieu d'une certaine façon. Ouais. Pour reprendre la fameuse citation. Puis pour revenir un petit peu sur l'antimatière avant qu'on passe à un autre sujet. Moi, j'aime ça. J'ai dit Ce antimatière, sujet-là, mais c'est matière noire. Matière, ouais, Euh, ça, c'est une autre chose de l'antimatière, mais ouais. Ouais. Avez-vous déjà essayé, ou bien s'il y a déjà eu des tests pour la rendre visible? Hmm, Parce
Parce que tantôt, tu me parlais Ouais. d'infrarouge, Ben- t'as travaillé dans, je sais pas si c'est visible à l'infrarouge, mais tu as travaillé dans tout ce qui était les détecteurs Ouais. ou ce qui était relatif à la lumière. Ouais. Il y a peut-être une façon de les Ben, percevoir. c'est ça qui est spécial avec la matière sombre, c'est qu'elle n'est pas visible à aucune lumière. Puis tu sais, moi, les détecteurs que je faisais, ça fonctionne. Tous les détecteurs qu'on connaît, détecteurs infrarouges, les caméras, vos caméras que vous avez ici, c'est tout avec la lumière. C'est juste que c'est différents types de lumière. Il y a de l'ultraviolet, il y a de la lumière visible, il y a de la lumière infrarouge, il y a des ondes, des micro-ondes, il y a des... Fait que tout ça, les ondes radio, c'est de la lumière. C'est des photons, c'est des ondes électromagnétiques qui voyagent au même titre que la lumière visible qu'on voit grâce à nos yeux. Mais tout ça, tous ces types de lumière-là, peu importe leur énergie, leur fréquence, ne vont pas interagir avec la matière sombre. OK. Il y a juste pas de moyen. Puis en fait, c'est comme... Même si on prend le problème à l'envers, c'est par définition. T'sais, nous, étant donné qu'on n'est pas capable de la voir, on a défini qu'elle n'interagit pas avec la lumière. Parce qu'on a regardé dans toutes les plages possibles puis on l'a pas vu. Ouais. Après ça, peut-être qu'elle interagit avec une autre forme de particules ou de force qu'on n'a pas encore découverte. Mm-hmm. Mais on ne sait pas parce qu'on ne l'a pas mesuré de cette façon-là. En physique, c'est beaucoup ça. En physique, on sait des choses, mais ça dépend. On mesure des trucs. En fait, ce que je veux dire, c'est que tout dépend de la mesure puis de ton appareil de mesure. Okay. On peut pas dire que la matière sombre n'existe pas parce qu'on la voit pas. C'est juste qu'on n'a pas le bon appareil pour la mesurer. T'sais. Ouais, parce qu'il y a des preuves déjà là. Il y a des preuves indirectes. Exact. C'est comme tu as dit avec le système solaire. C'est difficile de définir un appareil de mesure pour détecter quelque chose qu'on ne sait pas c'est quoi. Exact. C'est pour ça qu'avec l'accélérateur de particules, ce qu'on faisait au CERN, ben, on essayait de... On postulait, on émettait l'hypothèse que hey, on va peut-être créer de la matière sombre, guys. Fait que si on crée de la matière sombre, ben, ça va se désintégrer en ça. On essaie de mesurer ça. Go. Voilà. Puis on fait des millions de collisions. Non-stop. Puis là, on a des tas de données, puis on analyse ça, puis c'est des stats. Puis là, un moment donné, on essaie de voir est-ce qu'il y a une... Ça, c'est la clé un peu de la physique des particules. C'est est-ce que on connaît la manière dont les particules interagissent normalement. On appelle ça le modèle standard. C'est les règles qu'on connaît, qui ont déjà été mesurées. Quand on fait fusionner les protons, on voit les produits de ces règles-là normales. On dit comme, OK, les protons donnent un boson W et un électron, blablabla. On mesure ça avec une précision phénoménale. Puis on essaie de voir est-ce qu'il y a un excès. Est-ce qu'il y a quelque chose... Une anomalie. Une anomalie. Après qu'on ait tout ajouté... Parce qu'il y a du bruit, hein, dans nos détecteurs, il y a plein de trucs qu'on va mesurer, qu'on connaît. On est comme, OK, ça, on le sait. Puis de temps en temps, peut-être qu'il va y avoir un petit glitch. Puis là, c'est ça qu'on veut chercher. C'est ça qu'on veut chercher. Le glitch dans les données, l'affaire de plus qui est comme au-delà de notre base standard. Ouais. C'est ça qui est arrivé avec le boson de Higgs. Exactement ça, en 2012. Ils ont analysé, les canaux de désintégration, puis ils ont vu que il y en a un petit peu plus qui a été produit. Puis ça, c'est dû au Higgs. On a réussi à produire un boson de Higgs, une particule nouvelle, qui s'est désintégrée en 4 photons, par exemple. Ouais. Puis c'était pas prévu. Comme on en a détecté plus que d'habitude. Bref. C'est incroyable. Ouais. Mais comment vous avez... Tu sais, t'as dit que tu vas prendre 2 particules de matière noire, puis vous allez les faire collisionner. Si vous savez pas comment on peut l'avoir, puis qu'est-ce que c'est... Non, ça, je me suis peut-être mal exprimé. Ce qu'on collisionne, ce qu'on accélère au CERN ou à LHC, c'est des protons. Ça, c'est des particules qui sont dans le noyau atomique, qui sont dans tous les éléments du tableau périodique. Fait que c'est des particules qu'on connaît. On prend un atome d'hydrogène, on enlève son électron, ça devient un proton. Puis là, on va accélérer ce proton-là avec un champ électrique, puis on va le faire courber avec un champ magnétique. Puis là, on l'amène dans un cercle. C'est vraiment un manège en cercle un peu. Puis à chaque fois qu'il repasse dans les sections d'accélération, ben, il gagne plus d'énergie, puis il va de plus en plus vite, puis de plus en plus vite. Ça, c'est un proton, c'est une particule qu'on connaît. Puis c'est ce proton-là qu'on accélère puis qu'on collisionne. Okay. Mais le proton, à l'intérieur de lui, il y a d'autres petites particules qui sont des quarks. Ouais. Puis ces quarks-là vont interagir ensemble quand ils vont se collisionner. Puis c'est suite à ça qu'il va y avoir des produits de désintégration, que là, peut-être, il va y avoir une particule de matière sombre. Donc, on accélère, puis on mesure des trucs. On fait bouger des trucs qu'on connaît. On mesure des trucs qu'on connaît. Mais entre les deux... Dans l'espérance de... Entre les deux, il y a peut-être quelque chose qui s'est produit. Qu'on connaît pas. Qui a apparu puis disparu. Qu'on connaît pas. Mais on peut quand même mesurer sa trace indirecte. Si on est wise, puis on regarde les bonnes choses dans l'état final. C'est tout le temps ça. Qu'on compare l'état initial à l'état final, il faut être wise dans nos théories et dans nos analyses. Wow. Ouais. Faut être précis aussi. Faut être extrêmement précis. Ben oui.
le défi d'ingénierie que représente cette machine-là, c'est fou. Là, quand les protons, juste pour vous donner quelques chiffres, là, ça va à 99,99996% de la vitesse de la lumière, quelque chose comme ça. Ça fait. C'est 27, moi, je la trouve lente. Là. C'est 27 km. C'est fou, là. La circonférence de l'anneau, c'est 27 km. Ça fait 11 000 fois le tour par seconde. 11 000 fois 27 km. Oh my. C'est hallucinant, là. Wow. C'est hallucinant. Puis tu as des millions de protons. Ça se déplace par bunch. Fait que tu as comme un paquet de, je sais pas, 5 millions de protons, un autre paquet de 5 millions de protons. Puis là, ces paquets-là sont accélérés un à la suite de l'autre. Puis on fait collisionner des paquets de protons. Puis quand il y a 5 millions de protons qui rencontrent 5 millions de protons, là, don't quote me on those numbers, mais c'est de l'ordre des millions. Tu vas avoir une vingtaine ish, de l'ordre de 10 à 20, 30, 50. Un petit pourcentage. Un petit pourcentage qui vont se collisionner. Là, ils se collisionnent. On regarde ce qui se passe. Là, après ça, quand ce paquet-là passe, il y a d'autres paquets qui suivent et qui se collisionnent. Puis là, le paquet du début, même année, il a refait le tour du cercle, puis il se recollisionne. Wow. Puis à chaque fois, il perd des protons. Donc, à un moment donné, il n'y a plus assez de protons pour que la collision soit efficace. Là, on va dumper, qu'on appelle, on va un peu recycler le faisceau. Ouais. Puis on va repartir un nouveau après. Mais tout ça, c'est des... La précision de l'alignement des faisceaux, c'est au micromètre près, à des vitesses extrêmes, tout ça sous vide, parce que tu ne veux pas avoir d'interaction pour les protons, à des températures de presque 0 Kelvin. Là. On est à 2 degrés. Qu'est-ce que 0 Kelvin? C'est moins... Il y a une température, la température s'exprime en degrés Celsius. Ah, c'est moins 200. C'est une autre unité de mesure de température. C'est la température de l'espace? Ouais. C'est aussi froid que l'espace, puis même plus froid que certains endroits dans l'espace. Puis en gros, c'est ça, 0 Kelvin, c'est la température, le zéro absolu qu'on appelle, où il n'y a aucune particule qui bouge. Tout est figé, c'est le froid total pour toutes les petites particules. On pense que, moins 50 en Abitibi, moins 40, c'est froid, mais non. Mais c'est pas super. 0 Kelvin. À moins 200... 0 Kelvin, ça correspond à moins 273 degrés Celsius. Puis là, à ce moment-là, il n'y a plus rien qui bouge. Puis nous, c'est avec ça qu'on fait de l'azote? L'azote sert à refroidir les conduits. L'azote liquide, puis l'hélium liquide va servir à se rendre à cette température-là avec des techniques de cryogénie très complexes sur lesquelles j'ai pas travaillé, parce que à un moment donné, t'as tellement de trucs, comme il y a une équipe qui s'occupe de l'ingénierie, l'autre qui s'occupe de l'analyse. Ça se pète partout. Hein. Mais c'est ça, moins 2 degrés Kelvin, avec une pression qui est plus faible que la pression sur la Lune aussi. On a des pressions extrêmement basses. C'est des conditions similaires à l'espace puis au vide intersidéral qu'on recrée dans le laboratoire. Puis c'est là qu'on fait collisionner des protons ensemble. C'est d'où là je comprends OK, on essaie de trouver la matière noire parce que d'où on l'hypothétise, on la détecte. En parenthèse, on la détecte dans l'espace. On essaie de recréer ça sur la planète Terre. Exact. Les mêmes conditions. Exact, c'est ça. On essaie de recréer... Ah, mais c'est fou, tu me dis qu'il y a des millions et des millions qui vont se rentrer en collision. On a peut-être 10-15. Ouais, c'est parce que des protons, c'est tellement petit qu'ils vont juste passer un à travers l'autre. Là. Ouais. Mais comment tu fais pour prendre 20 millions de protons, d'abord? Premièrement, juste de les mettre. Puis deuxièmement, d'en avoir de l'autre bord. Puis comme tu as dit, un proton, c'est t'enlèves l'hydrogène dedans. Comment tu fais pour enlever 20 millions d'hydrogène sur certains atomes qui est sous vide? Tout ça, c'est une suite. Il n'y a pas un seul accélérateur. Il y a plusieurs accélérateurs. C'est un complexe d'accélérateurs. Je ne me rappelle plus combien il y en a, là, mais 3, 4, peut-être 5. Dans lequel les protons vont passer avant de se rendre aux gros accélérateurs de 27 km. Ok, c'est comme genre C'est vraiment comme un manège, un peu comme... Tu sais, t'as comme un truc qui tourne en rond. Une fois qu'il va assez vite et qu'il y a une énergie suffisante, il est injecté dans l'autre qui est plus gros. Ok, ouais. Puis une fois qu'il est assez... Il gagne la vitesse. Il gagne la vitesse, puis après, il passe dans le super gros. Okay. Puis c'est une suite comme ça d'étapes. Puis la première étape, c'est un accélérateur linéaire qui va prendre les... Je pense que ça commence avec l'hydrogène. Je me rappelle plus à quel moment exact l'hydrogène perd son électron pour devenir un proton, mais en gros, ils vont bombarder l'hydrogène, puis ils vont, après ça, par électrolyse, je me rappelle plus trop, mais l'électron est enlevé, ça devient un proton, puis ce proton est accéléré, fait qu'on n'accélère pas de l'hydrogène. Là. Puis comment c'est accéléré? C'est avec des champs électriques, des champs magnétiques. Donc le proton, c'est une particule chargée positivement. Si tu l'envoies dans un champ électrique, elle va être accélérée. Dans un champ magnétique, elle va courber. Okay. Puis c'est comme ça qu'elle gagne la vitesse. Elle gagne la vitesse en rotation. Wow.
Mais à la base, c'est ça, on part de l'hydrogène en bouteille. Et voilà. Ça, c'est... Moi, je vote pour qu'on fasse des autoroutes de même. Ça aille bien plus vite. Ben, si on mettait tout cet argent-là dans les autoroutes, il y aurait des belles autoroutes, ça, c'est sûr. Ouais. Mais on connaîtrait pas les secrets de l'univers. Puis c'est tout le temps le gros débat. Puis c'est le débat aussi... C'est ça le débat, c'est l'univers ou l'autoroute? Ben, un peu, mais un peu. Littéralement. L'univers ou la société, tu sais, dans un sens. Puis moi, c'est aussi... Là, on fait une grosse loupe, mais c'est un peu les questionnements que moi, j'ai eu quand j'ai changé aussi de carrière. Parce que, mané, la science fondamentale, c'est beau, puis c'est le fun, puis c'est noble, puis c'est important. Mais il y a plein d'autres problèmes, puis plein d'autres trucs qui se passent dans la vie concrète qui sont aussi intéressantes et importantes. T'sais. Fait que des fois, c'est le chemin que certains scientifiques vont prendre de comme... Justement, j'ai des collègues qui sont retournés, qui ont fait de la recherche, puis après ça, qui ont été profs en physique. Parce qu'ils trouvent que ça les appelle plus de transmettre ces informations-là, puis ce savoir-là à des jeunes. Ouais. C'est tout autant important. Là. Ils font plus de recherche fondamentale. Ça dépend des valeurs du transmettre. scientifique. C'est ça. Puis c'est quelque chose qui évolue dans le temps. Puis moi, ça a évolué vers mon parcours actuel. Eux, ils voulaient voir le concret, en fait. Aider les jeunes et tout. Ouais, ils voient justement la réussite du jeune, ils voient quelque chose de concret. Ben oui, c'est ça. Puis la formation exact. scientifique auprès des jeunes, c'est vraiment utile. Puis être un scientifique, avoir un esprit scientifique, ça peut être utile même si tu ne travailles pas dans le domaine. Ça peut être utile dans la société en général. C'est une façon d'aborder les problèmes, une façon d'avoir un sens critique qui te permet, d'après moi, d'avancer de manière outillée dans la vie à travers tout. Même si tu fais pas de la grosse science ou tu fais pas des maths à chaque jour. Là. Juste parce que tu as puis aussi d'avoir une conception, c'est que tu apprends le monde de manière complexe. Moi, je suis sorti de là, puis je comprenais l'infiniment petit, l'infiniment grand. Pas tout ce qui se trouve entre les deux, parce qu'après ça, tu comme de la bio puis de la chimie qui peuvent vraiment pousser, puis des trucs. Puis à un moment donné, il faut que tu choisisses. Là. Mais moi, j'ai fait ces études-là justement pour satisfaire ma curiosité. Puis quand je suis sorti de là, ma curiosité était amplement satisfaite. J'étais capable quand même de comprendre ce qui se passe à différentes échelles. Puis on dirait que ça te donne, je sais pas, une vision différente sur le monde. C'est quand même quelque chose de se dire que... Ben déjà de se dire qu'on n'est pas seul, peut-être pas la seule forme de vie. La seule forme de vie dans l'univers. Après ça, tu regardes l'univers plus large. Ben nous autres, on est quoi? On est un petit grain de sel dans tout l'univers. Une goutte d'eau dans le Puis après ça, ciel. quand tu regardes tout le contenu de l'univers puis tu te dis que c'est 4% du contenu total, ben, comme c'est toutes des prises de conscience qui te font... qui amènent un impact aussi dans la vie du quotidien. Ben, une prise de conscience complète. Là, ouais. Puis toi, t'es capable de dormir le soir avec tout ça dans Des le fois, non. Parce que je sens une matière noire. Non! Ben, c'est aussi un truc que je pense que les scientifiques apprennent on the side dans leur formation de se détacher de ça parce que des fois, c'est... La majorité des recherches, là, tu vas me parler, j'imagine que tu vas pouvoir parler au nom des scientifiques en général, là, j'ai envie de dire. Là. Au niveau de la santé mentale, dans tout ça, là, justement, on parle de ça, là, le fait que justement ça peut jouer dans ton cerveau, ça te fait des prises de conscience. Ouais. Je vais trouver mes mots à un moment donné. Puis ça vient jouer beaucoup avec, justement, comme tu disais, la morale, tes valeurs, les changements de direction drastiques. Dans le domaine des scientifiques, la santé mentale, ça ressemble à quoi? Excellente question. Puis, je te dirais que c'est pas... réponse courte, ça va pas super bien. Bon, merci. Mais c'est juste ça que tu voulais. C'est ma réponse plus étoffée. Tu sais, tantôt, je parlais du monde académique, la performance, puis tout ça. Puis je pense que ça, j'ai des collègues et des amis qui sont dans d'autres domaines universitaires non physiciens, là, qui font de la recherche dans d'autres domaines. Puis c'est aussi le cas. Je pense pas que c'est juste la science. Là. Mais le monde académique est vraiment axé sur la performance. Les universités, le système d'attribution des subventions gouvernementales, le mérite à la recherche, les articles cités, tout ça, ce système-là augmente le sentiment de performer chez tous les chercheurs et les jeunes chercheurs, la pression. Ben oui. Voilà. C'est une méritocratie. Voilà. Puis ça, c'est sûr que c'est connu là, que ça fait un stress puis ça bousille la santé mentale des profs. Puis il y a des profs qui font des burn-out, il y a des étudiants au doc qui font des burn-out parce qu'ils sont pas capables de tenir leur doc, parce qu'ils n'ont pas de support de leur prof, parce que leur prof est en... Tu sais, il y en a des histoires comme ça en masse. Là, après ça, on dirait, bon, on sort de ce milieu-là, puis comme ça va être mieux, mais t'as d'autres choses. T'sais, dans le milieu industriel, ben là, ça va être plus des pressions de rendement, des pressions de... C'est moins la performance intellectuelle, mais plus, ben, il faut que ta machine, elle soit prête rapidement, puis qu'elle coûte pas cher, puis qu'elle fonctionne, Puis c'est un autre
type de stress. C'est peut-être un petit peu plus... Moi, je pense que c'est peut-être plus viable parce que quand tu es un scientifique académique, t'as pas vraiment d'horaire de travail. T'es un peu comme... Tu fais ça tout le temps. T'es dans ta douche, tu réfléchis à ça. Tu vas chez des amis chercheurs, tu parles de ça. Dans la journée, tu parles de ça. Tu as des conférences là-dessus. C'est assez omniprésent dans ta vie. Tu vas dans les podcasts, ça fait 10 ans que tu n'as pas fait ça, t'en reparles. Ça te suit toute ta vie. Voilà. Mais fait que ça, c'est pour le monde académique, je pense que c'est plus englobant. Pour le monde industriel, justement, quand j'ai travaillé chez Photon durant 4 ans, c'est ça que j'ai senti. Il y avait quand même un stress. Puis c'était pas toujours facile, mais étant donné que tu travailles pour une business qui veut faire de l'argent, puis qui fait de l'argent sur ton dos, puis toi, tu travailles pour Amus, correct, c'est le système dans lequel on est, tu sais. C'est plus facile de se détacher de ça, je pense. Quand tu arrives chez vous le soir, tu peux te déconnecter, puis je pense que la coupure se fait plus facilement, fait que d'après moi, il y a une différence à ce niveau-là. Mais il reste que il y a de la performance pour vendre tes machines, puis nous autres, nos caméras fonctionnaient pas tout le temps, puis là, on se faisait taper ses doigts parce qu'il faut que ça fonctionne, puis il faut régler tel problème rapidement parce qu'il y a un client qui a déjà acheté les caméras qui fonctionnent pas encore. Puis là, c'est comme, OK, c'est à l'envers, là. Ouais. Bref, fait que la pression est là. C'est différent. Je pense c'est différent. Puis la pression aussi, dans le monde académique, se fait beaucoup entre les collègues, entre les profs. Il y a de la compétition malsaine, entre les étudiants aussi. Tu sais, quand t'as une bourse pour 50 étudiants, là, penses-tu qu'ils vont bien vont s'entraider? Ben non. Ils vont vouloir tout se piler sur l'autre pour se remonter. Ils vont se faire des coups de cochon. Ça, c'est le monde universitaire, puis c'est dans tous les domaines. Ouais. Tous les domaines de sciences, je pense que science est très poussé vers ça, mais médecine aussi, santé, c'est extrêmement compétitif et malsain. Là. Ah ouais? La médecine et tout? Oui, parce que la médecine, c'est là où tu vas avoir les meilleures notes. Surtout rentrer en médecine. Peut-être qu'une fois en médecine, c'est moins pire, mais pour rentrer en médecine, faut que tu fasses ta place. C'est la guerre. Là. Ouais. Ah oui, c'est sûr. C'est les tranchées. C'est comme chacun pour soi. Là. Ah ouais. Bref, fait que oui, enjeu de santé mentale, c'est, selon moi, intriqué avec puis j'imagine... C'est dommage, là. C'est difficile de voir comment ça pourrait se faire autrement. Je pense que plus d'investissement aiderait la chose pour dégager un peu les chercheurs, pour amoindrir l'effet de performance puis de compétition entre eux. Mais après ça, c'est Est-ce que tu penses que ça serait au bénéfice de la recherche? Qu'il y ait moins de compétition? Oui, je pense que oui. Clairement. Parce que tu comprends un peu la mentalité de il y a de la compétition, donc tout le monde se pousse. Il y a une force de pousser pour avancer. Puis si on slack tout le monde puis on met tout le monde confortable, est-ce que le monde ne va pas justement s'asseoir sur leur laurier puis je comprends ce que tu veux dire. Prendre ça slack, c'est bon, on a de l'argent, plus besoin de se casser la tête. Je pense qu'il faut pas sous-estimer la curiosité et la volonté intellectuelle des scientifiques. Je pense que même il était un petit peu plus lousse puis qu'il se faisait moins mettre de pression, même leur esprit serait plus apaisé pour chercher des nouvelles théories. Puis, comme les gens qui font ce métier-là, c'est par passion. Là. Tu vas pas étudier de la physique des particules puis travailler sur une expérience qui cherche quelque chose que tu sais même pas ça existe pendant 20 ans de ta vie si t'es pas passionné par ça. T'sais. Les gens, c'est des passionnés, puis je suis assez convaincu que même s'il y avait moins de pression, ils ne s'assoiraient pas sur leur laurier. Puis il y a quand même, il resterait toujours le fame, puis comme si tu le trouves avant les autres, c'est quand même le fun, c'est motivant. Mais là, ça serait moins dans la survie. Tu ferais pas ça pour être capable de subventionner ton prochain projet de recherche ou subventionner tes étudiants. Ou ça serait un petit peu plus noble. J'ai l'impression que ça serait moins malsain, peut-être. Mais comme tu as dit aussi, le monde, quand ils vont là-dedans, ils pensent juste à ça. Leur vie tourne autour de que ce soit du domaine de la science, physique, biologie, whatever. Ils vont dans la douche, ils pensent à ça, ils pensent juste à ça. Qu'il y ait une bourse ou pas, je pense qu'ils vont quand même y penser. Oui, exactement. Mais à un moment donné, ils vont se faire arrêter parce qu'ils n'ont juste pas l'argent. C'est ça. Puis c'est aussi que dans ta douche, si tu as des problèmes d'argent, mais tu penses à ça aussi. Fait que t'as moins de temps pour penser à... C'est quand tu as une douche. Voilà, l'argent. Voilà, c'est ça. L'argent mène à la douche et la douche mène aux problèmes d'argent. Mais non mariné. Bref, on libère de l'esprit en enlevant. Si on libère un peu l'esprit des chercheurs avec des problèmes comme ça, c'est sûr que ça. Je pense que ça pourrait libérer beaucoup de stress. Ben oui. Mais je t'en parlais justement, tu me disais, tu venais d'en parler, tu ferais pas ça si c'était pas par passion. Qu'est-ce qui t'a emmené? D'où ça part? C'est pour ça que je suis rentré et c'est pour ça que je suis sorti aussi. Parce que je suis rentré là, moi, en physique. Je suis sorti du cégep et je savais pas ce que je voulais faire. Puis j'ai vraiment épluché tous les programmes. Je savais que je voulais aller à Montréal déjà, je voulais partir de la région. T'sais.
Mais j'ai épluché les programmes, puis il n'y a rien qui me... Tout me paraissait plate, entre guillemets, ou pas assez stimulant. Ouais. Sauf physique. Ça a été comme le moins pire des choix. J'étais pas tant convaincu, mais il y avait quelque chose qui était comme « Ah, ben c'est intriguant. Il y a des mots que je comprends pas dans la description de tel cours. » Puis tu sais, c'était vraiment ça. J'étais allé voir c'était quoi les cours, c'était quoi les sujets abordés. Puis je comprenais rien, fuck all. J'étais comme « Ok, nice. Je vais aller faire ça, tu sais. Je vais aller apprendre ça. » Fait que j'ai fait ça pendant 5 ans, puis pendant ces 5 années-là, ben, ma curiosité a juste constamment été satisfaite et entretenue. Puis à la fin, ben, j'étais good, pour vrai. C'était comme, je pourrais continuer au doc. J'avais l'opportunité d'aller faire un doc dans ce domaine-là. Mais pour moi, je sentais pas que ça allait m'amener quelque chose de plus, tu sais. Avec une maîtrise, j'étais comme, je suis good. Voilà. J'ai envie d'explorer autre chose, puis j'étais dans ma mi-vingtaine, puis je suis comme, il y a d'autres choses à vivre, tu sais. Je veux voir ailleurs, puis si jamais le ailleurs n'est pas satisfaisant, ben, je vais revenir dans ce monde-là, tu sais. Mais c'est que le monde, le doctorat puis la recherche académique, pour moi, c'était juste la suite logique et tracée et toute faite un peu. Mhm. Ça veut pas dire que c'est facile, là, tu sais. Ça veut pas dire que j'ai... Mais c'est quand même un chemin tout fait pour toi. Une fois que tu as fait ton bac, tu fais ta maîtrise. Une fois que tu as fait ta maîtrise, tu fais ton doc. Une fois que tu as fait ton doc, tu fais ton postdoc. Puis une fois que tu as fait ton postdoc, t'es prof. Tu deviens prof. Une fois que t'es prof, tu deviens retraité. Puis une fois que t'es retraité, C'est ça. ben, t'es plein de cash. C'est ça. Aïe, Puis ça, c'est pas un chemin facile, là, genre, je le dis. Mais c'est pas un beau chemin. C'est un chemin qui est fait pour les gens qui sont passionnés, qui pensent à ça. Tu sais, j'ai des amis là, qui sont professeurs en ce moment-là, avec qui j'ai étudié au bac, puis ils ont fait ce chemin-là, les autres, ils ont gardé le cap. Mais en gros, toute ta vie, ils font t'as ça. étudié. Ouais. Puis après ça, toute ta vie, t'as étudié pour devenir la personne qui enseigne. Puis on dirait que c'est comme un cercle. Ouais, mais quand tu enseignes à l'université, tu es aussi chercheur. T'es pas professeur. Je pensais Un que professeur t'étais d'université, juste c'est enseignant, chercheur. genre. Non. OK. C'est ça. Puis même, il y a même des profs, ça c'est un autre problème, là. On n'est pas obligé d'ouvrir cette boîte-là, mais il y a des profs qui sont engagés pour la recherche et qui sont de très mauvais pédagogues. Ah, ok, oui. Donc, ça crée d'autres problèmes. Ouais, ça, je l'ai vu. Ouais. Mais donc, quand tu es à l'université, comme prof, tu fais beaucoup de recherche, puis c'est un peu ça l'objectif ultime des gens qui vont faire un doctorat puis un post-doctorat, c'est qu'ils veulent avoir leur propre groupe de recherche, puis pouvoir faire leur propre recherche, avoir de l'argent, puis étudier un peu les questions auxquelles ils sont attachés personnellement. Mais moi, c'est ça, ce chemin-là, j'étais comme, c'est pas que... Tu sais, ça m'intéressait encore. Je trouvais ça intéressant, le domaine, puis j'en parle aujourd'hui, puis je trouve ça encore fascinant. Ça se voit, je trouve ça vraiment... C'est stimulant de réfléchir à ça. J'aime ça, réfléchir à ces questions-là, mais je me suis dit... Je sentais plus le besoin, vraiment, comme dans le fond de moi, de poursuivre dans ça, parce que je sentais que j'étais allé assez loin dans ma curiosité. T'as été rassasié. J'étais rassasié. C'était vraiment ça, le sentiment. Puis au début, il y avait un petit peu un feeling de... J'étais pas nécessairement fier de ça, tu sais, je me disais comme, ben là, mes autres amis qui continuent au doc, eux autres, ils ont un plus grand appétit intellectuel, blablabla. Moi, j'ai plus faim. Mais moi, j'ai plus faim, c'est parce que je suis plus capable. Tu sais, il y a tout ça là, qui rentre. Même année, j'ai juste assumé. Je suis comme, ben non, regarde, moi, il y a d'autres expériences à vivre. Voilà. Puis comme de fait, j'étais allé dans l'industrie, j'ai appris plein de choses nouvelles. Je l'ai dit tantôt, je suis retombé comme en bas de l'échelle en termes de connaissances. J'ai tout réappris. Puis moi, je fonctionne un peu comme ça aussi dans la vie. J'aime ça apprendre des trucs nouveaux. Tu sais. Là, je retombais dans un nouveau milieu qui reste la physique, mais un autre domaine que je connaissais moins. J'ai tout réappris. J'ai travaillé là 4 ans, quasiment 5 ans. Après les 5 ans, ben, encore une fois, j'étais saturé. Ben, j'étais rassasié. Comme, OK, I'm good. Puis là, je sentais que j'avais besoin d'aller dehors. Puis là, avec ça, il y a aussi d'autres trucs personnels qui arrivent. Des laboratoires, puis ça, il y a des comme, soudes, il y a ça des aussi, contaminations. Puis il y a ça qui vient jouer beaucoup. C'était un peu... c'était rendu monotone. J'avais moins la flamme intérieure. Ouais. J'aimais encore ce que je faisais. Je trouvais ça divertissant et agréable, mais il y a plein de petites embûches qui étaient arrivées dans mon parcours. Mhm. Puis j'étais comme... Puis il y a eu cette pulsion-là en toi qui est venue qui t'a dit, là, on s'en va dans la forêt. Mais c'était aussi, ça a été un timing aussi de ma vie à Montréal. Ça faisait 10 ans que j'étais dans la métropole. Puis il y avait ce besoin-là qui revenait aussi, qui était pas nécessairement lié à ma job en physique, mais qui était juste comme, ben, j'ai envie de retourner dehors, de me rapprocher de la nature. Ben, d'où ce que tu viens. D'où je viens, c'est ça. Oui. Puis ça a été comme un mix de tout ça. C'est comme un qui a peu... mené vers mon exode de la ville. Un peu comme une purge, tu récupères un peu ton essence. Ouais, c'est ça. Puis je n'avais vraiment besoin. C'était aussi un moment où j'allais pas trop bien dans ma vie personnelle. J'étais comme, OK, comme là, tout s'effronte. Je sens que ça va pas bien autour de moi. Qu'est-ce que je fais, là? Tu fuis le navire avant qu'il coule. C'est ça. Puis pour moi, genre, la façon de me sauver, ça a été d'aller dans le bois, littéralement. Puis d'aller dans la forêt, puis d'aller me mettre les mains dans la terre. Puis c'est ça que j'ai fait. Je suis allé dans un jardin, travailler à Kamouraska, comme
j'ai passé d'un lab ultra propre à genre, je suis sale tous La les jours, puis je me bouette, lave là. pas, justement, pas de douche, tu sais. Ouais, exact. C'est vraiment l'opposé, Ouais. mais c'est ça que j'avais besoin à ce moment-là. C'est le meilleur choix de ma vie, là, comme ça. Je regrette aucunement d'avoir fait ça. Puis penses-tu que si t'avais pas pris cette pause-là, tu te serais poussé trop loin dans tes limites puis t'aurais franchi quelque chose que t'aurais pu regretter? Oui. Ah Puis ouais. j'ai quand même franchi des limites aussi Ah ouais? avant Tu sens ça. que tu t'es dépassé avant même? Ouais. Ben, je me suis épuisé, là, tu sais, j'étais en arrêt de travail, puis j'ai pas... Je pense que c'est important d'en parler puis de le nommer aussi, puis je suis pas malaisé de parler de ça, tu sais, j'ai subi un arrêt de travail, j'ai été 2 mois arrêté, j'ai repris tranquillement, à mon rythme. À ton laboratoire? Ouais, c'est Oh ça. my God, avant, ok. avant de quitter, c'est Mhm. ça. Fait que, tu sais, je considère que j'ai traversé une ligne quand même que j'avais pas vu venir. Tu sais, ça m'a frappé là, comme un mur. Là, puis je me suis dit, j'ai donné la chance au coureur. Je me suis dit, je vais recommencer graduellement. Mes employeurs étaient extrêmement reconnaissants, étaient Compréhensif. compréhensifs de tout ça. Il n'y a eu aucune pression à ce niveau-là, jamais. Tu sais. J'avais la chance d'avoir justement, c'est ça qui était difficile pour à partir aussi, c'est que j'avais la chance d'avoir des collègues, des employeurs en or qui comprenaient cette dynamique-là dans laquelle j'étais. Mais malgré tout ça, après être revenu graduellement, puis ensuite temps partiel, puis de reprendre les heures, j'ai senti qu'il y avait quelque chose encore qui accrochait, tu sais. Puis là, ben, j'étais plus fatigué, puis j'étais plus épuisé, fait que c'était autre chose. Puis c'est pour ça que j'ai voulu redonner aussi une chance. Je me suis dit, ben, peut-être que ma vie m'a épuisé, puis je dois prendre une pause, puis je vais reprendre, puis je vais être correct. Mais non, il y avait encore quelque chose qui accrochait, tu sais. Puis là, c'était ce besoin-là de sortir de la ville, puis d'aller dans la forêt. Que j'avais pas identifié au préalable. Au préalable, c'était plus un épuisement global Ouais. qui me faisait pas entrevoir que c'était possible de continuer là-bas. Mais c'est ça. Est-ce que c'était à cause des horaires? Les horaires ressemblaient à quoi? C'était-tu des 8 heures ou c'était vraiment genre tu travailles jusqu'à temps que tu ailles? Non, c'était... Ben, il y a des... Disons, dans le monde plus... je sais pas si tu fais référence à ça, mais dans le monde de l'intelligence artificielle puis de la physique informatique, puis ça, c'est les horaires sont... Les gens pètent aux frettes, là, tu sais, ils font des horaires de fou. Nous, c'était quand même assez sain. On faisait du 40 heures semaine. Ok, ouais. On en faisait un petit peu plus d'un fois, un petit peu moins d'un fois. Comme Mais tu sais, c'est-tu dans du les 40 projets, heures, les pics, on en faisait plus, peut-être. Ouais. Les vendeurs en faisaient plus, ça, c'était toujours ça aussi. L'équipe de vente, ils sont comme... Je sais pas, ils étaient plus motivés à en faire, mais bon, c'était une dynamique peut-être du monde industriel. Mais c'était pas des horaires hallucinamment trinqués, non. Okay. Mais moi, c'était vraiment plus... je pense que ça a été un mix de ce que je vivais dans ma vie personnelle. J'étais aussi impliqué dans d'autres projets. Tu sais, j'avais plein de projets en même temps qui m'épuisaient tout un petit peu. Puis il y a des projets qui ont lâché, qui ont tombé. J'ai vécu des échecs dans d'autres projets qui n'étaient pas nécessairement ma job, qui m'ont affecté. Puis là, après ça, ben, ça te met un peu à terre. Là, la job, c'est comme ça va moyen. J'ai eu des projets à mon ancien emploi justement où j'avais parti des nouveaux projets qui m'inspiraient, qui n'ont pas été financés suffisamment, puis là, le projet a tombé à l'eau. Fait que, tu sais, ce qui me retenait ma motivation, ce qui me tenait un peu hors de l'eau, ben, tout a comme crashé en même temps. Une séparation en même temps de ça. C'était comme la grosse gros affaire. classique, là. Submergé, Puis, quand tout ça arrive en même temps, ben là, tu vois plus clair, puis tu te dis, OK, on va essayer de traiter un truc à la fois, tu sais. Là, tu traites l'épuisement, tu traites la dépression, puis tu vois un psy, puis là, tu recommences à travailler tranquillement, à ton rythme, puis tu fais le ménage dans ta vie, tu sais, aussi, tu vois, c'est ça, tu recolles les morceaux, puis là, les morceaux se recollent, mais un à la fois, tu es capable de voir ce morceau-là, il va-tu bien ou pas, tu sais. Là, tu recolles. C'est ça qui est arrivé avec... C'est ça qui est arrivé, il restait ça à la fin, là. Tout à fait, t'as des calices. Ouais, c'est ça, je suis parti, puis c'était... C'est ça, c'était même pas... Genre, j'ai même pas eu le choix facile d'avoir des employeurs qui me faisaient chier, tu sais, que je pouvais juste faire « OK, bye tu sais, il était trop compréhensif. Moi, à un moment donné, j'étais comme « My God! » Mais non, il est où le boss qui me fait chier? Ben, c'est ça, tu sais. Mais puis je le remercie pour ça. Ça a été fantastique. Là. Ça a fait que ma transition a été vraiment plus smooth, tu sais. Trouves-tu que tu fais partie d'une petite portion de gens dans le monde scientifique qui vivent ça, ou il y a vraiment une grande quantité de patronisme négatif? Négatif? Ouais, quand même. Ouais? Je pense que j'étais assez chanceux dans l'entreprise. Tu sais, nous, où j'étais, il y avait même ils tentaient d'instaurer, ça marchait pas tout le temps, mais un mode de hiérarchie horizontale. Les employés étaient consultés pour plusieurs décisions. Il y avait une coop d'employés, une coopérative de travailleurs qu'on appelle. Fait que c'est comme les employés ensemble qui créent une genre de petite business qui leur permet
d'assurer qu'ils ont un emploi avec l'employeur. C'est comme une protection d'emploi un peu. Ouais. Puis il y a aussi une forme d'économie. Tu peux mettre de l'argent de côté. Dans la coopérative, tu investis, puis c'est profitable dans le futur. Mais bref, tout ça pour dire que c'était une business un peu à part. Un peu comme pas sur les modèles capitalistes qu'on connaît. Fait que je pense qu'il y en a d'autres que c'est vraiment pire que ça. Puis moi, il y a beaucoup de gens qui sont venus travailler chez nous qui ont reconnu ça, qui appréciaient dans cette business-là que ça se faisait différemment. Puis qu'il y avait quand même moins de pression qu'ailleurs. Puis j'ai été vraiment chanceux. Puis je pense qu'ailleurs, j'aurais pas toffé 2 ans. Là, okay. C'est ça aussi qui a fait que j'ai resté aussi longtemps. Ça me rend curieux. Tu me dis, je vais dire, tu as été choyé d'avoir été dans un environnement qui était relativement quand même confortable, sain. Puis que tu as eu des collègues de travail qui sont venus dans ton domaine, qui ont dit « Hey, c'est vraiment, c'est legit. » Puis après ça, tu me dis que si tu avais été ailleurs, tu n'aurais même pas toffé 2 ans. Penses-tu que, ou bien peux-tu me confirmer que ça veut-tu dire que la majorité de tes collègues vont justement, comme tu dis, toi, tu as franchi une limite dans un environnement sain? Ça veut-tu dire que les autres, ils pètent aux frettes à l'année? Je pense qu'il y en a pas mal qui pètent aux frettes. Ah ouais? Ouais. Je peux pas, c'est dur de généraliser, là, mais je pense qu'on n'en parle pas assez. Puis je pense que c'est plus présent qu'on le croit, là. Les épuisements, puis... Tu sais, ça peut prendre la forme. T'es pas obligé d'être en arrêt maladie puis en dépression pendant 2 ans pour subir ça. Tu sais, ça peut être court, ça peut être des épisodes de quelques mois, mais ça arrive. Ça arrive, puis ça arrive plus qu'on pense. Ben oui. Et je veux dire, je suis pas psychologue, puis je connais pas les chiffres dans le détail, là, mais j'ai vu des gens autour de moi, des collègues étudiants aussi, qui sont dans des situations comme ça, tu sais, puis qui ont vécu ça à travers d'autres types d'emplois, mais liés quand même à la science, tu sais. Est-ce que c'est commun, ça? Genre, est-ce qu'il y a un double revers, justement, au domaine des sciences, selon toi? Genre, est-ce qu'on les pousse tellement à bout avec une méritocratie que tout le monde marche vers les bourses, tout le monde marche avec le meilleur? Mm-hmm. Est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de scientifiques qui croulent comme ça, qui tombent au combat, un peu comme qu'on dit? Ouais, moi, je pense que ouais. Ouais, je pense qu'il y en a beaucoup. Mais j'aime pas la certitude dans ton je veux dire, t'es tellement certain. Je pense qu'il y en a beaucoup. 80%! Mais ça veut... l'affaire, c'est que c'est caché. Une majorité, ça veut pas dire que les gens vont lâcher. Là. Tu sais, des parcours comme le mien, c'est peut-être plus rare, là, où les gens changent complètement de domaine. Le monde reste. Mais je pense que le monde reste. Ouais. Parce que puis c'est aussi que moi, pas de famille, pas d'enfants, pas de responsabilité, pas de maison, rien, tu sais. Mais rajoute 3 enfants, des comptes à payer, une hypothèque, comme... J'aurais pas pu partir de ma job, là, parce que moi, je suis parti, j'ai été 1 an pas de salaire, ou presque, j'étais allé travailler dans un parc régional, je suis retombé à la moitié de mon salaire que j'avais en tant que physicien. Mm-hmm. Puis ça, c'est des choix que j'ai pris parce que je pouvais m'y permettre, parce que j'étais prêt à diminuer mon rythme de vie, à lâcher mon appart, tu sais. Mais c'est pas tout. Puis j'avais le luxe de faire ce choix-là. Là. C'est pour ça que je l'ai fait aussi, tu sais. Mm-hmm. C'est pas tout le monde qui a ce luxe-là, justement. Si t'as des enfants, tu t'as charge, t'as une maison, t'as des dettes, tu sais, whatever les situations des gens, ben à un moment donné, t'es pris dans ce système-là. Puis ça veut pas dire que les gens sont malheureux, là, mais c'est comme imposé quand même. Je pense que les gens peuvent être quand même heureux dans ça. Comme, tu peux trouver ton bonheur dans plein de choses. Puis justement, avoir une famille et des enfants, ben, tu peux retrouver ton bonheur là-dedans, même si ton travail n'est pas nécessairement stimulant. Mais à un moment donné, le choix de quitter un travail payant, il y en a qui ne l'ont pas. Il y en a qui n'ont juste pas ce choix-là. Ouais. Puis ils tombent en épuisement, ben, ils vont arrêter, mais ils vont recommencer. T'sais. Puis ils vont retomber en épuisement s'ils ne changent pas les choses des années plus tard. C'est une loupe. Ouais, c'est une boucle. C'est une boucle. Mais il y en a qui font ce cycle-là. Il y en a qui passent dépression après dépression. Là. Moi, je serais vraiment pas étonné de ça. Puis je veux pas sonner alarmiste ou quoi que ce soit quand je dis ça, mais je pense que c'est quelque chose qui est vraiment méconnu ou en tout cas que les gens parlent pas assez. Puis c'est directement lié au fonctionnement du financement de la recherche puis du système académique de performance puis tout ça. Là. Est-ce que tu penses que ce serait une solution justement de changer le système de fonctionnement? Oui. Comment, je sais pas. Mais tu sais, déjà une solution de base qui est intéressante, avoir des stages rémunérés. Ils sont pas rémunérés? Ben, ils sont pas rémunérés dans tous les domaines. En science, on est chanceux. La science, c'est trendy ces temps-ci. Puis c'est aussi que tout le côté science appliquée, c'est-à-dire faire des bidules qui vont vendre. Ouais. T'sais, parce que quand tu construis une machine, construire un moteur électrique, là, genre Tesla, il shoot le cash. Là, tu comprends? Là, ça, c'est un exemple, là, mais tout ce qui est énergie renouvelable, bref, l'industrie, les sciences appliquées, construire des iPhones, des ordinateurs, tout ça, ben, ça amène de l'argent. Donc, les industries
amène des bourses. Puis tu regardes les universités au Québec, tous les centres qui forment des ingénieurs, Polytechnique, ETS, puis même d'autres écoles plus techniques, ils vont être plus financés par des entreprises. Tu as des bourses Bombardier, tu as des bourses ci, des bourses ça, des bourses IBM, tu sais. Il y a même des étudiants, tu sais, en Abitibi, en foresterie, puis en génie minier, je ne me rappelle plus, mais il y a un des deux programmes, j'avais vu, je pense que c'est génie minier, où les études sont payées. Oui, je te confirme. Par des corporations minières, des bourses, tu sais. Oui. Ou par l'UQAT, ou par l'université elle-même qui reçoit de l'argent des compagnies Ou c'est minières. littéralement la compagnie minière qui va aller recruter dans les étudiants puis qui vont faire, écoute, si tu veux, je te paye. Je te paye 3 ans d'études. Quand tu finis chez nous. Fait que tout ça pour dire qu'il y a de l'argent qui est investi dans ces domaines-là, massivement. Parce que ça rapporte. Ils ont les moyens, ils sont les mines. Mais si tu peux faire de l'argent avec ça, ils vont investir. Exact. Puis justement, les domaines de sciences en physique, tu avais tous les domaines de physique des matériaux, où là, tu fais des matériaux funky, puis tu vas peut-être trouver des trucs pour faire des ordinateurs quantiques, puis tout ça. Puis là, tout le monde capote avec ça. Ben ça, c'est financé ultra, tu sais. Ou des matériaux exotiques pour n'importe quelle application médicale. Tu sais, il y a de l'argent. Quand c'est trendy. Après ça, physique des particules, un peu moins. Astrophysique, un peu, mais tu sais, c'est trendy parce que c'est wow. Fait que là, il y a un peu d'argent. C'est les étoiles. C'est ça. Après ça, physique des plasmas, ça, c'est aussi hyper matériaux, ils ont de l'argent. Mais de l'autre côté, tu as physique mathématique qui chiffonne des trucs sur des bouts de papier. Fait que c'est tout à votre avantage d'avoir d'avoir zéro bourse, là. Ouais. Puis on le voyait dans les systèmes. C'est ça, là, j'en venais à avoir des stages payés. Moi, en physique des particules, si j'avais pas de bourse gouvernementale, puis que mon prof avait pas d'argent, je n'étais pas payé. J'ai des collègues qui ont fait des stages en physique mathématique qui n'étaient pas payés durant leur stage parce que leur prof n'avait pas d'argent. Moi, mon prof en avait en physique des particules. Personne n'avait d'argent. Non. Personne n'avait d'argent. Mais en physique appliquée à côté, j'avais des amis qui se faisaient payer plus cher que moi leur stage, le même stage d'été, pour la même durée. Fait qu'en gros, est-ce que c'est le monde au privé qui l'investisse ou c'est littéralement le gouvernement? C'est un mélange des deux parce que dans le fond, c'est les profs qui vont appliquer pour des subventions. En fait. Puis les subventions, c'est tous des programmes de subvention, ces trucs-là. Là. Les programmes de subvention au gouvernement, ils sont un peu décidés en fonction des intérêts des industries aussi. On ne se le cachera pas. Il y a pas un petit lobbying. Oui, fait que c'est tout dans votre intérêt d'avoir un méchant bon département de marketing. Oui, pour recruter du monde pour faire des trucs. Pour avoir pas payant ou bien d'avoir justement un département de marketing pour promouvoir justement, comme tu dis, la physique des particules. Oui. C'est un peu moins trendy, là. Le monde, ils sont pas tant tendres un peu de ça. Mais si t'as un gars avec une belle gueule qui dit ouais, non, mais en fait, les physiques des particules, t'apprends telle affaire, c'est vraiment une simple. Ok, tu m'intéresses, je vais te mettre de l'argent finalement. Fait plus de marketing, ça veut dire plus d'étudiants qui s'inscrivent. Puis ça, c'est un signe aussi. S'il y a plus d'étudiants, ils vont mettre plus d'argent. Exact. Faut que tu rendes ça wow. Exact. Puis pour revenir au stage, dans d'autres domaines, c'est simplement pas payé. Non. Les stages en psychologie, il y en a encore qui se battent pour avoir des stages rémunérés. Alors qu'il y en a certains qui font quasiment le travail de psychologues ou de travailleurs sociaux. Puis là, je connais pas. Travailleurs sociaux, c'est pas. Toutes les sciences sociales, en fait, c'est pas rémunéré presque pas. Non. Puis même certains secteurs de la science, en géographie, c'est pas tellement. T'es chanceux si c'est rémunéré. Il faut que ça soit sur un sujet vraiment trendy. En géo? Ouais. Non, pas tant que ça. Non. Ça dépend. En géographie ou en cartographie? Je sais pas, je connais pas trop cartographie, mais je sais. Parce que j'ai des sources qui me parlent un peu de géographie on the side. Mais ouais, en géo, c'est un peu la même chose. C'est pas le domaine où il va y avoir le plus d'investissement. Et donc, les profs n'ont pas tellement d'argent. Sauf si tu travailles sur des sujets funky liés à comme la protection de l'eau. Des trucs qui sont dans l'air du temps, là. Là, il va y avoir de l'argent investi. Ouais. Mais je pense que ça, tu demandais qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça, pour alléger la charge mentale. Ça, c'en est un. Déjà, parce que la charge mentale commence dès que tu fais de la compétition puis de la performance au bac pour avoir des stages payés. Fait que si tu mets des stages, si tu mets assez d'argent pour que les stagiaires soient rémunérés, déjà, eux, ont un rythme de vie normal puis ils sont capables d'étudier sans avoir une charge mentale de devoir travailler chez McDo à côté. Puis là, ça se répercute tout le long de leurs études, tu sais. Fait que tu pars déjà avec des bonnes bases. T'imagines, les mathématiciens, ils ont rien. Non, ils n'ont rien, les mathématiciens. Ils ont rien. Ils sont dans un coin avec un bout de papier. Non, c'est ça qui est fou, là. Ils ont des calculatrices, puis ils font les statistiques à quel point ils n'ont rien. Tu sais, ils font... Puis c'est ça, c'est que les mathématiciens, tu te dis, ils ont besoin de rien, c'est juste des papiers, puis des calculs, puis tout. Mais c'est pas vrai, les calculs avec des ordis, puis comme, même s'ils n'ont pas besoin ils n'ont pas beaucoup de moyens, ils n'ont pas des gros besoins matériels.
ils passent quand même leur journée à faire ça, là. Ben, Ouais. Ils passent 10 heures, 8 heures, 10 heures par jour à travailler sur ces problèmes-là. Je trouve que c'est très compensé, le besoin matériel, puis là, t'as le paradoxe du besoin Exact. cognitif qui Exact. est complètement débalancé. Là. mais, bref, ça en est un. Après ça, le monde industriel, comment changer ça, c'est plus une question large sur comme c'est le système capitaliste. Là. Je veux Mal dire, foutu. c'est difficile de changer, d'aller ajouter, de tweaker le système pour changer ça, sans changer tout le système. Là. ouais. Ouais. Je pense que s'il y avait s'il y avait une plus grande séparation entre la recherche académique, les universités et les industries, déjà, juste ça serait bon. Ouais. Comme, c'est pas normal que les industries capitalistes lead la science qui se fait. Ouais. La science, il faut que ça se fasse parce que c'est des questions de recherche intéressantes et importantes pour le savoir de l'humanité. S'il y a des conséquences de ça qui créent des applications qui se font vendre, tant mieux. Mais là, on est dans une dynamique. C'est ça, c'est que là, à l'autre, Ouais. là. Tout est c'est- injecté. Fait que La- de comme t'as séparer, dit- peut-être ça serait bon. Comme tu as dit, la science devrait être au service de l'humanité, pas au service de ton portefeuille. Exact. Puis c'est ça, c'est ce qu'on voit en ce moment, depuis plusieurs dizaines d'années. Là. Ben, tout devient une business d'une certaine façon. Là. Que Mhm. ce soit n'importe quelle sphère, que ce soit le domaine des sciences, que ce soit le domaine des arts. On Ouais. a vécu ça aussi. Domaine des Ouais, arts. j'imagine que c'est un peu le. Ouais, c'est la même Un peu chose. le cas C'est en la art, même c'est chose. ça, ben oui. Ouais. Mhm. Ça, c'est devenu une business. Mhm. Fait que, tu sais, on marche plus pour justement l'art, on Tu marches marche pour vers. produire pour le quelque chose portefeuille. qui Pour se le vend, portefeuille, puis même chose pour les tu sciences. vends un produit. Mais ça dénature ce que tu crées. tu sais. Exact. Absolument. C'est plus. Après ça vient tuer ta motivation puis ton sens artistique. Là. Ben oui, Comme, bref. pour la motivation et tout. Mm. Mais pour venir justement aux mathématiciens que tu avais parlé tantôt, eux autres, je pense qu'ils utilisent des ordinateurs quantiques. Si tu es down, on peut aborder cette parenthèse-là, le truc Ouf. quantique. Est-ce que tu as fait de la recherche là-dessus? Sur les ordinateurs quantiques, Non, pas les ordinateurs quantiques, juste le terme quantique. La mécanique quantique. On a eu des cours de mécanique quantique Ouais. au bac. La mécanique quantique régit les interactions des particules fondamentales dans l'infiniment petit. Fait que j'ai étudié ça quand même dans ma maîtrise aussi. Après ça, c'est deux champs. Il y a des fondements de la mécanique quantique qui s'étudient vraiment du côté plus théorique, Ouais. que j'ai pas touché. Mais disons, quand on parle d'interaction des particules entre elles, Ouais. ça implique la mécanique quantique. Exact. Ben, c'est pour ça que je veux l'aborder, parce Vas-y. qu'en fait, j'ai T'as fait. des questions sur avant ça? de venir. Exactement, j'ai des questions. Ah, j'ai fait des il est recherches grindé, là-dessus. hein. Je suis désolé, Dov, ça se peut que tu comprrennes pas grand-chose. C'est correct, moi je suis un spectateur. Il y a les clés des toilettes là-bas si tu veux. de toute façon. Non, en fait, de ce que j'ai compris de la mécanique quantique, corrige-moi si j'ai pas raison. Mhm. En fait, c'est un atome de différence, ça va vers un endroit en particulier. Là, on est tous dans le peut-être. Mhm. C'est à peu près ça que j'ai compris. Je sais que justement, un atome, c'est peut-être va aller à gauche, peut-être va aller à droite. Fait qu'on prend pour acquis que les deux vont aller dans les deux sens. Mhm. Puis C'est que- quand même très bien résumé. Ouais. Puis, Tout ce que tu dis à date est. Oui, oui, Ah oui, ouais, oui, ok. oui. C'est Très- très- oui, oui, je confirme. Puis, merci, Dov. Puis en fait, si les deux traversent justement dans les deux passages, ben, les deux vont faire de l'interférence. C'est comme si ils se dupliquaient d'une certaine façon. Je sais pas si tu fais référence à l'expérience des fentes Ouais. de Jung avec le Exactement. plafond de Ben oui. diffraction. Au secours. Toi, t'en penses quoi justement de la mécanique quantique? Est-ce que tu penses qu'on peut faire des recherches là-dessus? Est-ce que l'avenir est dans le quantique? La question à 10 000 $. Ben, l'avenir dans le quantique. Il y a déjà de la recherche qui se fait en mécanique quantique. Ouais, ben il y a beaucoup de nouvelles recherches puis des nouveaux trucs qui Il y a des apparaissent. trucs funky qui se passent. Là. Exact. Si on parle d'intrication quantique, c'est des trucs émergents. C'est quoi? Ben, J'ai fait des recherches, non, mais s'il j'ai vous pas, plaît, s'il vous plaît. Non, mais c'est Ok, je vais intéressant de expliquer parler de ça. un peu vite fait l'intrication, mais après ça, on peut revenir à la base de Exact. c'est quoi la mécanique quantique, parce Ouais. que l'intrication, c'est comme un effet, si on veut, une conséquence. Là. L'intrication quantique, c'est juste de dire si tu as deux particules. Bon, déjà à la base, les particules sont définies par on appelle des fonctions d'onde. Il y a la dualité onde-particule. Une particule peut être vue en quantique comme une onde ou une particule individuelle. Ouais. C'est comme, il y a deux façons de voir ça. Je vais revenir tantôt. Mais tout ça pour dire que si tu prends les fonctions d'onde, donc des deux particules, puis tu les croises ensemble avec un mécanisme, ils vont devenir un peu pareils. En fait, ils vont devenir identiques, leurs fonctions d'onde. Puis là, l'intrication quantique, c'est juste de dire, bon, une fois que tu as fait ça, les particules sont intriquées, tu les amènes chacun à un bout de l'univers,
Puis si tu fais une mesure sur l'une, tu vas être capable d'inférer le résultat sur l'autre, un peu. Si tu mesures le spin, donc si tu mesures une caractéristique quantique, donc le spin, par exemple, sur une des particules, ben l'autre va tout de suite changer. Puis ça, c'est un peu la conséquence aussi de la mesure en mécanique quantique. Tu l'as dit tantôt, là, les particules peuvent être considérées comme à deux endroits à la fois. Ouais. Donc, on ne connaît pas avec certitude la position ou la vitesse d'une particule. Elle a une probabilité de dispersion. Exact. On sait qu'elle a tant de chances d'être là ou là ou là. Ouais. C'est l'affaire d'Einstein. C'est ça! La feuille de papier, là. Relativité? C'est le... Oui, non, c'est parce que j'ai vu ça un moment donné, là, c'est le genre de tourbillon là, qui passe... Le trou noir, non? Ouais, non, ben non, je sais pas. Non, mais à un moment donné, elle a fait une affaire de mécanique quantique, là, il a passé un crayon dans une feuille de papier, puis il a dit ça, c'est la mécanique quantique, puis là, j'étais comme... Wow! Mais j'ai compris. J'ai pas eu la chance de croiser Einstein pour y parler de ça, mais... je vous le présenterai. C'est bon. Mais là où je veux en venir, c'est que ouais. t'as ta distribution de probabilité, puis quand tu fais une mesure, quand tu regardes la particule, elle est où, elle va s'effondrer. On dit que la fonction d'onde s'effondre à un endroit. Donc, elle avait une chance d'être là, là ou là. Quand tu mesures, elle est juste là. Okay. Elle n'est pas là ou là ou là. Ah, c'est pas dupliqué. Non. Puis elle était pas... C'est ça qui est abstrait avec la mécanique quantique, c'est que tu peux pas dire qu'elle est à plusieurs endroits à la fois. Parce que quand tu regardes à quel endroit elle est à un seul endroit. Mais avant que tu regardes à quel endroit elle était, ben, elle pouvait être à plein d'endroits. T'sais. Exact. Mais c'est comme c'est une probabilité de localisation. Ouais. Bref, c'est ça pour dire qu'avec l'intrication, quand tu fais la mesure sur une particule, ben, elle va choisir un état. Elle va te donner quelque chose. Tu fais une mesure, elle te donne une réponse. Tu regardes, tu lui demandes c'est quoi ta charge? C'est quoi ta charge électrique? C'est quoi ton spin? Elle va te donner une réponse. Puis là, l'intrication, ben, c'est juste que les deux particules éloignées, ben, ils vont être synchronisés, si on veut. OK, ouais. Ça, c'est une conséquence de la mécanique quantique, mais puis il y aurait des applications possibles à ça, parce que là, on sait que cette transmission-là d'informations, entre guillemets, ben, pourrait voyager plus vite que la vitesse de la lumière, parce que on peut les... C'est instantané, le transfert d'informations, même si tu les mets à des distances infinies. Ils sont liés par quoi? Ben, ça, on sait pas. C'est ça qu'on comprend pas encore. On sait pas, Big. La matière Ils sont intriqués. Ils ont partagé de l'information, puis maintenant, elles ont la même composition interne, entre guillemets, puis ils vont répondre de la même façon. Ils sont jumelles, Ils sont jumelles, c'est ça. Ça, c'est une application, tu sais. Mais... c'est fou, pareil. Ben oui, il y a ça qui est fou, mais qu'on sait pas trop encore comme qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Ouais. Mais c'est funky. Puis ce qui est compliqué, c'est que ça marche au niveau des particules, tu sais. Mais tu peux pas intriquer deux champs ensemble, là. Tu peux pas... Dans le monde, c'est ça qui est oui, on appelle ça complexe un tigre. avec la... Quoi? On appelle ça un tigre. C'est ça qui est complexe avec la mécanique quantique, c'est que ça décrit... C'est la théorie qui décrit le mieux l'infiniment petit puis les interactions à petite échelle. Ouais. Mais ça se transpose pas dans le monde réel, là. Ben non. Il y a un autre principe de la mécanique quantique qui est le fait, ben justement, ta fonction d'onde, elle peut se distribuer puis passer à travers un mur, disons, un obstacle. Ouais. Fait que ta particule, elle a une probabilité d'être de ce côté-ci du mur ou de l'autre côté du mur. Mais en réalité, elle va pas passer au travers, c'est juste que tu vas la mesurer d'un endroit à l'autre, mais là, on va dire qu'il y a un effet de tunneling, un effet tunnel. Ouais. Ça passe à travers les... Mais ça, on peut pas, nous autres, là, parce que, même si moi, je suis composé d'électrons et d'atomes qui subissent ces effets-là, qui ont été mesurés réellement, mais quand tu construis un objet macroscopique, ben là, ça marche plus. On n'a plus ça. On n'a plus l'intrication non plus. Fait que c'est ça qui est complexe un peu... en fait, qui est difficile qui est abstrait avec la mécanique quantique. C'est qu'on peut pas se présenter ça avec des exemples concrets. Je sais pas si vous avez entendu parler du chat de Schrödinger. Ça me dit qui est justement une expérience de pensée qui essaie de faire le lien entre le microscopique et le macroscopique. Puis ce que ça dit, c'est tu prends un chat, tu le mets dans une boîte. Puis dans la boîte, ben, tu mets aussi une petite fiole de poison. Si le poison la fiole est pétée, ben, le chat meurt. Puis cette fiole-là est actionnée, elle va casser ou pas, en fonction d'une particule radioactive qui a une chance sur deux, là, les chiffres, c'est pas important, mais qui a une probabilité de se désintégrer ou pas. C'est un peu ça l'idée, tu sais. Fait que t'as une chance sur deux que le chat meurt. Ben, c'est à peu près. C'est pas une chance sur deux, là, ça dépend de la particule, puis whatever, mais t'as une probabilité que le chat survive ou meurt. Ça, c'est l'expérience de pensée.
Puis là, tant qu'on ferme, la boîte est fermée, on le sait pas, tu sais. Ouais. Mais la particule radioactive est instable. Ça se peut qu'elle se désintègre, ça se peut qu'elle ne désintègre pas, tu sais. Il y a Il il y a la variable de temps aussi. Ouais, le temps. Mais là, disons que c'est plutôt genre dans l'instantané de tu ouvres la boîte. Puis quand tu ouvres la boîte pour observer, puis là, ouvrir la boîte, c'est la métaphore pour faire la mesure de l'état de la particule radioactive. Ouais. Là, tu regardes est-ce qu'il est désintégré ou pas. S'il n'est pas désintégré, la fiole n'est pas pétée, le chat est vivant. Si elle est désintégrée, la fiole s'est pétée quand tu ouvres la boîte et le chat est mort. OK, fait que là, t'as une... sauf que la molécule, tu peux pas l'avoir. Fait que tu peux juste la calculer en fonction de la fiole. Ouais, puis en fonction du chat. Mais disons que c'est un peu comme tantôt, je parlais d'une mesure où ça s'effondre. Là. Ouais. Tu as différentes probabilités. Puis tu regardes, en faisant une mesure, dans quel état va se trouver la particule radioactive. Tu la regardes. Là. Ça se peut qu'en la regardant, elle passe dans... Dans le fond, c'est comme soit elle se désintègre ou pas. Tu as une chance sur 2, mettons. Ouais. Fait que toi, tu ouvres la boîte. Ah, j'ai fait désintégrer la particule en la mesurant. Elle est désintégrée. Ou elle n'est pas désintégrée. C'est les chances égales. Donc là, ce que ça dit, en gros, si on ressort un peu de ça, c'est que ton chat, dans ta boîte, avant que tu ouvres la boîte, il est à la fois mort et vivant. Parce que tu le sais pas. Parce que tu le sais pas. Puis, tu sais, ta particule, c'est ça la description de quantique, c'est que ta particule, elle est à la fois désintégrée et pas désintégrée. Elle est à la fois ici et là. C'est la superposition des états. Ça, c'est correct. Ben, c'est ça, mais c'est correct de dire ça pour une particule. Ça marche comme ça. Mais ça vient bizarre quand on amène ça à un chat. C'est ça où comme on appelle ça un peu triste, là. Un exemple, une idée. C'est une représentation pas idéalisée, mais... C'est imagé. Imagé. Si tu fais l'expérience avec un chat, il est pas mort et vivant à la fois. Mais fais-le pas. Non, tu le feras pas. C'est pas les chats. Tu le feras pas, c'est ça. Mais c'est là où comme c'est un peu bizarre de grasp, de comprendre la réalité du phénomène quantique dans le monde macroscopique. Là. Ouais. Bref, analogie. Non, mais c'est vraiment intéressant. Je sais pas si tu en avais entendu parler du. Oui, j'en avais entendu parler, ouais. Ça, c'est l'exemple classique. Je vais vous laisser nous autres, aller chercher de l'eau. Mais, si on revient à la mécanique quantique plus à la base, parce que là, ta question, c'est quand même compliqué de savoir les applications de tout ça. C'est plus un fondement, c'est plus une manière d'expliquer l'infiniment petit. Ouais. Puis, c'est ça qui a mené à toute la découverte du champ de physique des particules aussi, puis de la physique subatomique. Là, quand on a commencé à comprendre comment les atomes tenaient ensemble avec leurs électrons qui tournent autour, tout ça, c'est la mécanique quantique qui explique ça aussi. Ouais. Puis, de là est découlé toutes les théories subatomiques sur la composition des atomes, puis ensuite, l'intérieur des atomes, c'est des protons, puis là, tout ce qu'on vient de parler tantôt avec le CERN. Exact. Fait que c'est un peu ça les conséquences de la mécanique quantique. C'est la compréhension plus globale et plus certaine du monde microscopique. Parce que le monde microscopique ne marche pas avec... La gravité n'affecte pas les particules. Non, c'est ça, c'est deux mondes. C'est deux mondes. Exact. Nous, on subit la gravité, c'est une force macro, mais les particules infiniment petites ne le subissent pas. Ouais. Donc après ça, les applications... pour répondre à la question, oui, clairement qu'il y a un avenir. Il y a des applications concrètes qui existent. Il y a l'ordinateur quantique, qui est un ordinateur super puissant qui permet de faire des calculs, des mesuремents plus rapides que ce qu'on fait en ce moment avec un ordinateur classique. Mais puis après ça, il y a d'autres trucs funky. J'ai un de mes amis justement qui travaille puis qui a étudié en optique quantique. L'optique quantique, ça c'est comme de la physique optique puis de la mécanique quantique ensemble. Puis ça étudie, c'est vraiment pas mon domaine, mais il va aller étudier des effets quantiques de la lumière puis des comportements bizarres. Puis il travaille avec des lasers, puis des lasers femtosecondes qui sont extrêmement rapides. Puis là, il va aller regarder. Si tu mets des miroirs, puis tu fais bouncer un laser dans une petite cavité, ben là, tu crées d'autres particules, puis tu peux créer des matériaux qui vont être un peu stables et exotiques et servir à telle application. Ça se duplique? Ça crée des trucs, là, des patates. Là. Encore là, c'est pas son domaine. Non, mais tu sais, comme optique quantique, l'optique, c'est la lumière. Puis c'est ça, ça étudie un peu les features quantiques. Quels sont les effets visibles de la mécanique quantique sur la lumière? Ouais. Bref. Mais ça, c'est une application. Après ça, je pourrais pas plus m'avancer là-dedans, mais moi, ce qui m'avait intéressé, c'était plus le développement autour de la physique des particules, puis la compréhension globale, comme la mécanique quantique a mené éventuellement au modèle standard de la physique des particules, après plusieurs années. Là, puis le modèle standard, c'est ce qui explique comment les particules interagissent entre elles. Dans l'univers, il y a 12 particules, fondamentales, il y en a juste 12. Là.
C'est lesquels? Non, mais c'est pas, il y en a 12, il y a 12 particules. Steven, on le remet à étudier. Il y a 12 Sors ton calepin. Il y a 12 particules qui sont considérées comme de la matière. Il y en a 4 qui c'est des forces. En fait, comme je disais tantôt, il y a la dualité onde-particule, mais aussi, quand on parle des forces de la nature, il y a 4 grandes forces. La force de la gravité, la force électromagnétique, qu'on connaît bien aussi. Puis il y a 2 forces nucléaires, la force faible, nucléaire faible, et la force nucléaire forte, qui interagissent les deux dans les atomes. Mais il y en a un, le nucléaire faible, c'est plutôt au niveau du noyau de l'atome. Puis c'est aussi ce qui est en cause dans les réactions dans le Soleil. Puis la nucléaire forte, c'est à l'intérieur du noyau. Fait que c'est ce qui tient le noyau en un morceau. Vraiment, puis là, on parle de quarks et de gluons. Et ça, tu en as un petit peu entendu parler. Bref, ces 4 forces-là sont transportées par des petites particules. La lumière, le photon, transporte la force électromagnétique. La force nucléaire forte est transportée par un gluon. C'est un petit truc qui se promène entre les quarks puis qui échange la force puis qui échange l'énergie. T'sais. Fait que ça, c'est 4 particules. Puis il y a aussi le boson W et le boson Z qui échangent la force faible. Fait que tu as C-là. Puis après ça, tu as 12 trucs, dont les électrons, dont les neutrinos que j'ai parlé tantôt. Les quarks. Les quarks, exactement. Fait que tu as 6 quarks. Puis tu as 6 leptons qu'on appelle. Les leptons, c'est des sortes d'électrons. Les électrons tournent autour de l'atome, si on se rappelle, en cours de physique. Ah ouais, non. Oui. Avant de venir ici, j'ai tout regardé ça. Un atome, c'est les atomes du tableau périodique. L'hélium, l'hydrogène, whatever, l'or. Ben, c'est tout un noyau de protons et de neutrons avec une quantité quelconque. Puis des électrons qui tournent autour en quantité X, Y, Z. Ouais. Ça, c'est le modèle atomique. L'électron, c'est une particule indivisible. Le proton et le neutron qui sont dans les noyaux sont divisibles. À l'intérieur, il y a des quarks. Les quarks sont indivisibles, à ce qu'on connaît. Pourquoi on ne peut pas diviser un électron? Genre, non, mais c'est une vraie question. Ben, c'est pas qu'on a essayé, mais c'est que c'est pas... On a essayé qu'un couteau, c'était pas assez aiguisé. C'était pas assez aiguisé, ça n'a pas marché. Ça, c'est des trucs qu'on découvre. Peut-être c'est pas stable dans le temps. Là. Peut-être qu'on va découvrir que finalement, il y a une structure interne aux électrons, puis c'est une autre théorie, mais c'est que comment on fait ça? C'est en faisant des expériences de physique des particules, en envoyant, en sondant les protons, par exemple. Les protons, on pensait que c'était indivisible. Ça forme, même avant ça, je veux dire, si on remonte à Aristote et compagnie, là, c'était comme, OK, on a un atome. Un atome, c'est juste une affaire. Puis en fait, atome, ça vient du grec atomos, qui veut dire indivisible. Fait que, c'est drôle, ça aussi de... Ben ouais, toi. Atome. Mais quel atome? Ben ouais. Mais dans ce temps-là, ils pensaient que l'atome était indivisible. Puis là, ils ont envoyé des faisceaux de lumière, de photons, sur un atome. Puis là, ce qu'ils voient, c'est que, hey, il y a des trucs qui bandent, mais il y a des trucs qui rentrent, puis qui font une affaire bizarre, puis qui ressortent. Il doit y avoir quelque chose en dedans, une structure interne. OK. Fait que là, tu te rends compte qu'il y a des électrons qui tournent autour. Parce que les photons interagissent avec les électrons. Oh, OK, c'est pas juste une affaire de même. Puis là, à un moment donné, ça interagit plus juste avec les électrons, mais avec un noyau. Hein, il y a quelque chose au milieu. Puis là, plus que tu augmentes en grosseur d'appareil, plus que tu peux aller creux à l'intérieur. Ouais. Puis là, à un moment donné, ils ont été capables de regarder à l'intérieur du proton, puis du neutron, qui sont dans le noyau. Puis ils ont vu que le proton, qui était une petite bille indivisible, hey, finalement, il y a quelque chose dedans. Il y a des quarks. Il y a 3 petits quarks. Puis là, on est rendu là. On est rendu à cette limite-là. On est rendu au quark. Au quark. C'est genre 10 à la moins 15 mètres. Là, c'est extrêmement, extrêmement petit. Puis là, on se dit que les quarks sont indivisibles, mais c'est parce qu'on n'est pas capable d'aller voir en dedans. T'sais. Peut-être qu'il y a quelque chose. Mais nos théories fonctionnent en se disant qu'ils sont indivisibles. Puis le modèle standard, comme je disais tantôt, fonctionne là-dessus. Sur le fait que l'électron aussi est indivisible, c'est ça. Après ça, t'as des particules du modèle standard qui sont instables aussi, qui existent, qui sont indivisibles, mais qui vont juste être produites dans des réactions dans des étoiles ou des réactions nucléaires quelconques, là, mais qui vont être instables. Il y en a beaucoup plus des instables que des stables. Puis en réalité, il y en a juste 4. Fait qu'il y a 6 types de quarks. Il y a 2 quarks là-dedans qui sont stables, puis qui forment le proton et le neutron. Puis dans les électrons, il y en a 6 aussi, mais il y en a juste un, en fait. Il y a l'électron qui est stable. Tu as son cousin, le muon, et le tau, qui sont comme, c'est des lettres grecques, tu sais, mu et tau, là, en tout cas. Ceux-là, bref, là, on part dans les détails, là, mais ceux-là, ils existent, mais ils sont instables, donc ils vont pas former la matière. Puis quand je disais le 4%, on fait la boucle, là. Quand je disais le 4% de tantôt, c'est formé de tout ça.
de tous ces trucs-là qui interagissent, puis qui se frappent ensemble, puis de ce modèle-là qu'on connaît. Puis ce modèle-là, a découlé tranquillement des modèles de mécanique quantique. C'est ça qui régit les particules à ce niveau-là. OK. Ouais. Ça répond à ma question. On a pris un gros détour, mais c'est correct. C'est une question large. Puis... Non, mais c'était ça mon but aussi, c'était d'avoir une grosse question. Mais en gros, la mécanique quantique, là, c'est juste le fait de se dire que c'est une onde. Les particules peuvent pas être vues simplement comme un point. Ouais. C'est une dispersion, c'est une onde. Puis c'est là l'expérience que tu as vue où tu envoies un faisceau de particules dans deux fentes. Ils vont pas passer. C'est un oui puis un non, puis il va y avoir une probabilité de dispersion. Ouais. Le phénomène qu'on mesure va s'expliquer comme étant deux ondes. En fait, une onde qui voyage, qui est séparée en deux. Puis les ondes, un peu comme dans l'eau, là, quand il y a des vagues qui s'interfèrent, ça fait des hauts puis des bas. Ouais. Ah, OK. Ça fait des interférences positives ou négatives. Parce que les ondes se croisent, puis là, ça fait des vagues. Puis quand il y a deux hauts qui se croisent en même temps, ben là, tu as une chance de retrouver une particule, puis quand il y a deux bas, tu en as moins. Mais tout ça pour dire que c'est une expérience quand les gens ne comprenaient pas au début pourquoi. Là. Puis c'est ça qui a mené à postuler que c'était des ondes et non juste des petites billes qu'on envoie. Parce qu'on passe des particules, c'est juste des billes, mais non, ça n'agit pas nécessairement comme ça. C'est ça la mécanique quantique. En gros. Là. En gros. En très, très gros. Non, c'est bien, tu l'as bien. Entre autres, il y a d'autres. Non, mais t'es incroyable, tu vulgarises vraiment bien. J'ai pris mes notes aujourd'hui. Hein, t'es vraiment hot. Mais c'est ça, c'est globalement. On se rapproche un peu de la fin, pas te mentir. Puis, je sais que toi, t'en consommerais pendant des mois et des semaines. Non, mais on peut aller ailleurs. On aime bien finir avec 2 questions. Est-ce que c'est sûr que je pensais? Ouais. C'est 2 questions finales, parfait. On aime bien finir avec 2 questions. Je vais laisser JC t'en poser une, puis je poserai l'autre. Des questions finales, dans le fond, qui closent un peu le tout. C'est ça, exact. Tu te rappelles plus? Non, je me rappelle, c'est juste que j'hésitais entre les deux. OK. Si tu avais un conseil à te donner à ton toi d'avant, ça serait quoi? Que ce soit avec ton toi d'avant ou les gens qui veulent aller dans le domaine des sciences. Donc, either way, c'est la même chose. Ça serait quoi ce conseil-là? Tu as 5 secondes. Non, c'est pas vrai. Tabarouette. T'avais pas noté ça dans ton calepin, hein? Non. Mais un conseil aux gens qui... je dirais, pour les gens qui veulent aller en sciences, suivez votre passion, même si ça a l'air de rien donner, puis que ça a l'air d'être inutile. Parce que si ça vous passionne, c'est utile, tu sais. Puis ça, c'est quelque chose que moi, j'ai eu à faire face quand j'ai commencé à aller en physique. Puis quand je suis sorti du domaine de physique, j'ai aussi eu à refaire face à ces jugements-là puis ces questions-là. Mais on the other side, tu sais. Puis dans tous les cas, j'ai stick à ça, puis je regrette pas d'avoir fait ces choix-là, de suivre l'affaire qui te fait vibrer, tu sais. Juste parce que ça te fait vibrer. No matter what, les utilités. Puis c'est toujours ce que je me suis répété, puis je pense que c'est ça qu'il faut suivre. Puis autant quand tu rentres dans un domaine qui est obscur que quand tu veux sortir d'un domaine qui est payant, de suivre ça, tu sais, cet instinct-là. Puis ça veut pas dire que tu pars du domaine, que tu n'as rien appris puis tu n'as rien accompli. Ça veut pas dire que tu décides d'aller vers un autre domaine, que c'est ça, que tout ce qui est derrière toi est inutile. Après ça c'est plus global. Je pense sur le plan de, mettons, santé mentale et compagnie, je dirais comme... Mais c'est un peu la même chose. Je pense écouter son inner gut, là. Ta petite voix. Ta petite voix, mais sur tous les aspects de ta vie. Tu sais, je pense que comme... Quand ta petite voix te dit genre... maybe this is too much, là... This is c'est trop, maybe too much. Ouais, c'est peut-être raison. Suive tes guts. C'est probablement... C'est un bon conseil. Suive son cœur, j'aime bien. Ouais, ça paraît vraiment kitsch à dire, là. Puis, non, mais c'est vrai. C'est ça que t'apprends, finalement. C'est juste comme, hey, j'avais raison, tu sais. J'avais raison de suivre ça. Puis, si le monde... Dernière chose que je viens de penser, mais... vas-y. Quand le monde te dise, te pose des questions, puis te confronte, puis te dit des trucs du genre à quoi ça sert que tu fais ça, tu sais, pourquoi tu vas aller faire ça? Ça sert à rien. C'est pas payant, c'est pas utile, tu sais. Souvent, c'est un signe que ces personnes-là, soit on n'aurait pas le guts et le courage de faire ce que tu fais, ou qu'eux-mêmes, elles-mêmes, ont peut-être envie d'aller explorer quelque chose qui est obscur ou qui est plus
puis spéciales, mais qui ont peur de sortir. Puis les gens projettent ces peurs-là sur toi. Puis je dirais, laissez-vous pas toucher par les peurs des autres. Puis soyez-en fiers. Si le monde vous dit ça, ça veut dire que, hey, tu fais quelque chose d'intéressant. T'sais. Exact. Tu déranges. Puis le monde sont comme, ça les dérange. Puis c'est une bonne chose. C'est parfait. Ça. C'est génial. Tu bouges de l'air. Ouais. C'est un extrêmement bon conseil. C'est un bon signe de comme, tu fais parfait. quelque chose de... Tu sais, tu stagnes pas là. Ben non. Exact. Tu sais que Je le monde suis sûr que autour ça de va toi. inspirer quelqu'un au moins. Ben, Ben moi, ça m'a inspiré. Ah, je t'ai Moi, je inspiré. t'ai tant mieux, tant mieux. Puis pour la dernière question, cette fameuse question qui va clore le tout, prends-le pas comme si c'était immense. Là. Le Uber, là, dans 5 ans, là, il se voit où? Avec un prince Albert. Ou un deuxième. Une boucle. Il collectionne. Une boucle. Oh my God. Ben, c'est une bonne question. On n'a pas trop parlé, mais j'envisage peut-être retourner me former dans un autre domaine d'études prochainement, plus du côté des sciences sociales, justement, plus proche des gens, plus proche des communautés. Fait que peut-être dans 5 ans, dans un... Ouais, dans un autre domaine d'études. J'ouvre la porte à ça tranquillement. En anthropologie, pour être plus précis. Fait que, c'est ça. Je me détourne un peu de la science puis des trucs... je sais pas, je m'intéresse plus aux humains. Puis aux relations des humains, puis entre leur environnement. Puis je trouve ça quand même le fun de réfléchir à ça. Puis je trouve que c'est pertinent dans l'ère du temps aussi. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes sociaux qui, selon moi, découlent de comme, notre relation qu'on a avec le territoire, avec les autres, avec la planète. En tout cas. Ouais, c'est nécessaire. Fait que je pense que c'est intéressant d'étudier ça. Fait que peut-être, dans 5 ans, je vais être en train de me creuser les méninges sur des trucs comme ça ou d'aller parler à des gens, c'est ça. Aller dans des communautés pour réfléchir à ça. Partager avec l'humain. Oui, partager avec l'humain. Mais je me vois certainement encore en bonne partie dans le bois, dans la nature. Ça, je sais que c'est quelque chose que je veux garder dans ma vie. Puis je veux pas retomber dans le pattern que j'étais avant. Peu importe le choix. Ben, tu sais, je veux dire, ça se peut que je revienne à Montréal, mais je vais avoir une conscience plus accrue de l'importance du contact avec la nature. Donc, je vais faire plus attention pour le préserver, pour en profiter plus souvent. Ça a clairement une place différente pour moi dans mon cœur. Là, donc, ça va être quelque chose que je vais plus clairement mettre de l'avant dans ma vie dans le futur. Donc, là, il va y avoir une partie forêt, une partie escalade qu'on n'a pas parlé, mais une partie genre se sentir vivant dans le bois. Exact. Ça, c'est sûr que ça va être là, peu importe ce que je fais. Ben c'est that's it, man. Ouais. T'as clore ça comme un vrai, comme un champion. C'était incroyable. Merci beaucoup. Ouais, merci pour ton temps. Merci. T'as été Merci. vraiment génial, un invité très, très agréable. Ouais. J'en ai beaucoup appris, sérieusement. Ouais. Hey, Tant t'es mieux, tant mieux. une- Genre, Je c'est suis dur à vraiment suivre content. des fois, mais... Oui. avoir des J'hésite pas discussions trop, comme ça. Non, mais tu Sorry, l'as bien, tu Ah l'as non, non, il n'y a aucun trouble. Écoute, j'exagérais un peu, là, je comprenais Ouais, en vrai. ouais. Voyons donc. Puis, tu t'as bien vulgarisé, puis non, je crois que C'était passionnant. c'était vraiment... Ouais. C'est cool parce que tu vois que tu parles avec ton cœur, puis ta passion. Mhm. Puis c'est vraiment beau à voir. Ah, ben merci, c'est gentil. Puis je trouve ça toujours, on the side note, je trouve ça toujours le fun d'en reparler. Je trouve ça le fun aussi de voir ce que ça me fait. Puis ça me fait un peu me remettre en paix avec ce chant-là. Tu sais, Ouais. parce que j'ai comme claqué la porte, je suis parti, j'ai fait autre chose. Je me suis pas vraiment dit je vais revenir. Tu sais, c'est plus comme je fais autre chose. Mhm. Mais il y a quand même un deuil, tu sais, à Ouais. ça. Puis j'aime ça, puis j'aime encore ça. Puis juste dans les derniers jours, je relisais sur ça, j'étais allé voir tu sais, mon sujet de maîtrise, puis des trucs comme ça, juste pour me remettre dedans. Puis j'aimais ça. Mais c'est juste que le mode de vie autour de la recherche scientifique puis de la job en sciences me convenait plus. Tu me dis que tu me trouves une job de physicien en plein cœur du bois, ou tu sais, comme je vais peut-être le reconsidérer, tu sais, puis qui me permet d'avoir un équilibre de vie stable selon mes standards peut-être, mais pour moi, c'était que le modèle de travail associé à cet emploi-là me convenait plus. Mhm. Mais l'emploi et le domaine, c'est encore trippant, tu sais, puis Ben ouais. c'est le fun d'en reparler puis juste de ressortir ça. Là. Fait C'est un que- clin d'œil. Ben, Ouais, tu vois, c'est ça. le Fait que podcast- merci les gars pour le podcast, pour il sert à ça, man. l'opportunité. Ouais. Il sert à ça, le podcast. Regarde, on en apprend sur soi-même, Mhm. autant de nous que toi. Fait que c'est cool que ça marche. Ça marche, oui, ça marche. L'effet est C'est ça, escompté. nice. Ouais. Exactement. Puis, tu veux-tu dire le bye-bye? Hey! Ben, La caméra est là. la caméra est là. Parfait. Regarde, là, la caméra est là, elle est là. Au revoir tout le monde. Merci d'avoir été à l'écoute du podcast des GCs. Rendez-vous
pour une prochaine. Yeah! That's it! Ok, c'est là que je vais mettre un 1, 2,